Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview et je suis avec une des personnes que j'ai rêvé d'avoir, mais ça, vous le découvrirez quand je lui en parle juste après. Donc voilà, c'était juste pour faire cette petite intro et j'espère que vous allez kiffer l'interview. Moi, c'est peut-être une de mes préférées que j'ai tournée depuis 1 an et demi. Je trouve la conversation est hyper intéressante, je sais pas, j'ai adoré ce qui s'est passé, donc j'espère que vous allez l'adorer autant que moi. Donc je vous laisse tout de suite découvrir l'invité. De toute façon, c'est dans le titre, dans la miniature, donc je sais très bien pourquoi vous avez cliqué. Donc je vous en prie, découvrez Margot Lafitte pendant 1 heure et demie avec moi, juste après là, comme ça. Bienvenue sur mon podcast Beau Virage. Merci encore d'avoir accepté de me rejoindre dans ce lieu assez mythique pour moi et même pour tout le sport automobile. On s'est rencontrés pour la première fois du coup à Monza où c'est ma petite sœur qui m'a dit vas-y, va lui dire que tu lui as envoyé un message. Et j'étais là, bon, tu crois? Et t'es là, bah oui, vas-y. Mon père, il m'a dit, là, t'aurais été vraiment bête de Oui, c'est vrai. Donc merci beaucoup. Et du coup, l'histoire est très, très belle parce que comme je t'ai dit, il y a vraiment 5 secondes. Tu figurais sur mon oral de fin de master pour les personnes que je rêvais d'avoir dans ce podcast. Julien y figurait aussi et lui, du coup, il a coché la case avant même que... Très tôt. Trop tôt, même, je pense, puisque C'était pas prêt. ça a été le tout premier. Et de base, j'avais arrêté le podcast parce que j'avais pas bien ficelé les choses. Et c'est mes profs qui m'ont poussé à le mettre vraiment en avant pour mon master parce qu'ils voulaient absolument du concret. Et au bout de 2 mois, Julien a accepté. J'étais là, donc là, en fait, je suis obligée d'y aller. Je peux plus. Là, Ça marche arrière. C'est ça. Là, le master, ça prend une autre dimension. Donc, du coup, tu figurais sur mon diapo et tu as été aussi une des figures emblématiques en tant que, pour moi, femme, de dire que, en fait, c'est possible, qu'il y a des femmes qui arrivent et qui persistent, surtout que tu fais partie des premières à avoir un petit peu ouvert la porte, que ce soit journalistiquement parlant ou même dans le monde du pilotage. Où moi, figure féminine, j'en avais pas vraiment, à part après avoir connu l'existence de Dorian Pain. Mais pour moi, tu as été la première instance féminine à laquelle me raccrocher dans le monde un peu du journalisme. Et du coup, vu que tu fais partie de mes premiers souvenirs, moi, je voulais te demander quels sont, toi, tes premiers souvenirs de Formule 1 ? Est-ce qu'ils sont forcément reliés à ton papa ou pas du tout Je ne saurais pas quand ils remontent, ces premiers souvenirs-là, mais disons que oui, de près ou de loin, forcément liés à mon père, je pense, dans la mesure où si la Formule 1 tournait aussi chez nous le week-end sur la télé, c'était parce qu'on regardait ses courses à lui. Donc je dirais que ça remonte à... En fait, moi, quand il a eu son accident, j'avais 5 ans et demi. Donc, finalement, j'étais vraiment petite, quoi. Je sais l'âge de ma fille aujourd'hui. Et je vois bien que si elle regardait un truc, elle s'y intéresserait pas tant que ça, si c'était un sport. Donc, je pense pas m'y être intéressée vraiment. Mais en tout cas, les premiers souvenirs, ce serait ça, quoi. Ce serait le dimanche. Je pense peut-être que le premier souvenir, ce serait presque son accident. Le 13 juillet 86, quand on était en vacances en Normandie et qu'il y avait donc nécessairement le Grand Prix qui tournait sur la télé dans le salon en plein été, donc toute porte ouverte. Enfin bon, en Normandie, parfois il fait froid et il pleut, mais là, il devait faire beau. Non, j'ai un souvenir de ça et voilà, c'est vrai qu'en fait, quand j'y pense, je l'ai déjà dit, je crois, auparavant, je crois que c'est le fait d'avoir interrompu nos vacances parce qu'il fallait rentrer parce que mon père avait eu un grave accident. Donc je crois que c'est ça la première confrontation avec la F1. Et est-ce que du coup ça a un peu freiné l'envie peut-être de faire partie de ce monde-là ou c'est venu très très tôt et il y a eu une prise de conscience en disant moi aussi je veux faire comme papa? Ah non, pas du tout. Alors déjà, pour 2 raisons. D'abord parce que j'étais trop petite quand lui a arrêté la F1, même si après il a continué, il a fait le Dakar, du DTM, de l'endurance, le Mans, il a continué évidemment à beaucoup rouler. Mais ça n'a pas freiné parce qu'en fait, j'avais pas envie de faire ce truc-là à ce moment-là. Moi, je m'en fichais complètement du sport automobile, de la F1, de tout ça. J'étais trop petite. Après, quand j'étais plus âgée, mais jeune, genre dans l'adolescence, etc., dans les moments où tu peux commencer peut-être à t'intéresser à un sport, j'étais vachement branchée équitation. Okay. Et puis, mon père était assez taiseux, quoi. Pour lui, il mélangeait pas le professionnel et le personnel. Et donc, à la maison, il ramenait pas grand-chose de la F1, je veux dire, en objet concret, mais aussi même de lui dans ce qu'il racontait. Ouais. Et tout ça, donc,
il en parlait pas tant que ça, et il avait vraiment, je sais pas si c'est aussi générationnel, tu vois, c'était une vraie distinction entre le métier et la maison. On parle pas de ça et on mélange pas tout. Et en plus, lui n'est pas du tout matérialiste. Dans la culture aussi de l'objet, des coupes, de ses combinaisons, de ses casques, de ses machins. Donc il y avait rien qui traînait qui me donnait envie de le faire. Moi, j'étais dans l'équitation, j'aimais le sport. Peut-être que le truc qu'il a, quoi qu'il arrive, transmis, c'était l'appétence pour le sport. Ça, c'est sûr. Alors, moi, j'ai toujours aimé faire du sport et le regarder. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un pilote qui, quand tu as commencé peut-être à avoir cette appétence pour la course automobile, où tu t'es dit, ouf, ça m'intéresse, et est-ce que du coup, il y a un pilote ou une pilote qui a déclenché aussi l'envie pour toi, du coup, de devenir pilote? Parce que ça a été la porte d'entrée. Non plus, c'est ça qui est fou. Mais parce que, en fait, c'est un peu bizarre mon histoire à moi, parce que j'avais quand même si, encore une fois, il ne transférait rien de son milieu professionnel à la maison. Malgré tout, il y avait des choses qui étaient là. Enfin, mon parrain, c'était Jean-Pierre Jabouille. Mon beau-père, le mari de ma mère, c'est Alain Prost. Donc, en fait, il y avait des trucs de sport automobile qui étaient à la maison, on traînait avec des gens. Quand on faisait de la moto chez mon père à la campagne, il pouvait y avoir un pilote du Dakar qui venait parce que c'était un pote et qui nous apprenait à faire de la moto. Enfin, je veux dire, donc, quelque part, il n'y avait pas un truc en particulier qui m'a attirée. Mais c'était latent, quoi. Il y avait, ça planait au-dessus de nous. C'était un environnement. Enfin, en fait, c'est aussi ça je pense que c'est pas que donner le goût à, c'est aussi vivre dans l'environnement, comprendre la philosophie de vie de tous ces gens-là. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du sport automobile, en fait. Peut-être parce que j'ai vécu là-dedans et que j'ai compris ce que c'était sans le comprendre, enfin, sans le percevoir. Et que après, je me suis dit, oh, tiens, ça m'a paru très naturel d'y arriver, quoi. Mais il n'y a pas eu une personne en particulier qui m'a donné envie de faire ça du tout, non. Et du coup, qu'est-ce qu'on en retient de la philosophie des personnes qui viennent, qui traversent un peu notre celle de mon père, de Jean-Pierre, peut-être un peu moins d'Alain, parce que c'était une petite génération d'après. Ouais. Ils ont 12 ans de différence. Mais bon, quand même, dans cette manière de vivre, mais peut-être moins brutale par rapport à mon père, je dirais, c'est et encore, Alain a beaucoup connu ça, hein, mais je crois que c'est mon père, en tout cas, qui a vécu ces années brutales de la F1, des accidents fatals, des mecs qui avaient des accidents très graves, etc. Et qui donc, en fait, relativisaient vachement sur la vie. Et donc, leur philosophie de vie, c'était de vivre chaque jour à fond et surtout pas trop penser au lendemain parce que finalement, on ne sait pas de quoi demain sera fait parce que on perd ses potes tout au long de l'année et que c'est dur et que donc on profite de la vie. Et je pense que c'est ça, quoi, cette manière de vivre-là. Et aussi... peut-être que ce qui existe un peu moins maintenant, cette grande convivialité, les journalistes étaient copains avec les pilotes. Je sais que lui, il a toujours été très copain avec des photographes comme Éric Barjolu, des journalistes comme Johnny Reeve, Jean-Louis Moncey. Enfin, ça faisait partie de leur quotidien en tant que pilote. Donc, il y avait un vrai mélange de toutes ces personnes-là. Il y avait moins de barrières, etc. Donc, c'est peut-être aussi révélateur de toute une époque. Hein. C'est pas que la F1, bien sûr. Mais donc, oui, je sais pas, cette vie-là simple, et sans penser trop loin au futur, quoi. Et du coup, est-ce que tu te rappelles peut-être la première fois où l'envie de piloter ou de prendre part à une course t'a traversé l'esprit? Comment, en fait, est-ce que tu l'amènes aussi sur la table et comment tu te dis, je vais prendre part à ma première course? Comment ça s'est passé, toute cette... Il n'y a pas eu d'envie, genre un déclic, tiens, c'est vrai, il fait ça, lui, j'ai envie de faire ça. Disons que je suis quand même allée voir un peu mon père courir, même si en F1, on l'a jamais vu sur un Grand Prix. Mais je suis allée le voir après, plus tard, aux 24 heures du Mans. Je me souviens parce que j'avais un copain cavalier qui adorait ça et qui m'a dit, tu voudrais pas qu'on y aille, machin. Donc le fait d'y aller vraiment et de voir mon père dans son milieu et tout ça, peut-être que ça a déclenché des choses sans que je m'en rende vraiment compte, parce que c'est venu un peu plus tard d'ailleurs. Mais ça, je suis allée voir aussi, il y avait une épreuve du Trophée Andros, je sais plus où c'était, à la Porte de la Ville. Non, je sais plus, je vais dire une bêtise, mais je sais plus, pas loin de Paris. Et donc j'étais allée le voir, et donc peut-être que tout ça m'a fait... Alors déjà, j'aimais bien conduire. Je sais que quand j'ai passé mon permis, le permis, pour moi, c'était le truc le plus important, quoi. C'est-à-dire que je voulais cette autonomie-là, je voulais conduire, je savais quelle voiture j'aimais. J'avais déjà un goût pour les bagnoles. J'adorais la Golf 2 à l'époque, je crois, ou je sais plus, avec l'intérieur bleu, là. Enfin, l'éclairage bleu et tout. Enfin, donc j'aimais bien ça, quoi. J'aimais les voitures, on conduisait, on faisait beaucoup de motos. On a conduit très tôt sur les genoux de mon père, puis les voitures à la maison de campagne et tout ça.
J'aimais bien ça, mais le vrai truc, je crois que c'est vraiment quand Max Mamers cherchait des filles pour sa formule 100% féminine, donc l'organisateur du Trophée Andros, et qu'il a appelé mon père et qu'il lui a dit bah tiens, je sais que tes filles, elles sont en âge de pouvoir conduire, et moi je veux des nanas qui ont jamais piloté, qui ont jamais eu de licence et qui n'ont pas d'expérience, et donc bah, c'est parfait. Et donc j'y suis allée. Vraiment pour tenter le coup, plus comme une expérience qu'autre chose. Et encore une fois, parce que j'aimais le sport. De la vie Mais deux, il y a du tout. Oui, moi je montais à cheval à l'époque. J'avais ma petite jument, je faisais mes petits concours et tout. J'étais installée dans les Yvelines. Enfin, vraiment, j'étais partie sur l'autoroute de l'équitation, quoi. Et puis ça, en fait, le fait de tenter cette expérience-là m'a fait me dire, mais immédiatement, enfin, je me souviens, peut-être pas dès les premiers essais, mais on a fait une séance d'essais pour se qualifier. Et après la première course à Val Thorens, ah là là, j'ai encore, c'est encore hyper vif en moi, les souvenirs que ça m'a procuré. Je termine deuxième de la course. C'était genre, mais c'est quoi ce truc? C'est génial. Donc c'est venu comme ça, quoi. Mais comme tout dans ma vie d'ailleurs. Enfin, c'est vrai. Et en 2005, tu remportes les Et en 2005, ouais. Et là, du coup, comment ça se passe du coup d'avoir une victoire, un trophée Bah déjà, les premières victoires dans la première saison, c'est déjà fort. Je me souviens, c'était en Andorre. Je gagne les 2 courses du week-end. C'était vraiment quelque chose de très galvanisant et j'avais jamais vraiment connu ça. En équitation, j'avais déjà gagné, donc j'avais connu ça, mais je trouvais que là, c'était, je sais pas, presque plus satisfaisant parce qu'en fait, C'est toi qui es aux commandes encore plus. Oui, et puis t'es en peloton, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'est une bagarre avec les autres et donc voilà. Alors qu'en équitation, bon, il faut bien monter, etc. Mais t'étais pas confronté aux autres. Et moi, j'aimais bien ce truc-là, un peu d'être confronté sur la piste aux autres. Donc c'était assez satisfaisant tu vois, c'est vraiment le regard dans le rétro. Putain, je suis devant, quoi. Je passe la ligne, je suis devant. Oh, ça, je m'en souviens encore. Et après la première saison, la deuxième, pardon, quand je la remporte, bah, ouais, en fait, je me suis jamais projetée. Peut-être encore une fois avec la philosophie de mon père, de pas me dire ah non, je vais faire ci ça, mais je me suis toujours dit ah bah, toi c'est génial, mais trop cool, ça m'a permis de faire de la Fun Cup. Donc après j'ai fait toute une saison estivale sur circuit, sur asphalte en Fun Cup. Donc j'ai appris, j'ai fait mes armes dans une et donc tout m'a mené à faire toujours plus et aller encore plus loin. Et puis après c'était du GT, et puis après enfin donc c'était j'ai eu énormément de chance, quoi. Je suis arrivée dans un moment aussi où il n'y avait pas beaucoup de femmes et où c'était assez recherché. J'étais la fille d'un pilote de F1. J'ai assez vite commencé à faire de la télé. Et donc en fait, tout se recoupait, quoi. Les émissions de télé m'appréciaient parce que en fait ma parole était celle d'une experte du pilotage, enfin experte entre guillemets. Je veux dire, je commençais, hein, mais dans le sens où je pilotais, quoi. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes, voilà, qui le faisaient. Et à la fois, moi, les mecs me faisaient rouler dans les équipes parce que je passais à la télé, donc ça les intéressait, l'image, etc. Donc c'était un cercle vertueux qui était merveilleux. J'arrivais dans un milieu que je découvrais un peu quand même, mine de rien, parce que j'y avais pas trop mis les pieds auparavant. Et donc c'était mon père qui pourtant pas très présent parce que lui il est vraiment de l'école de on se démerde. Ouais. Et lui il a voilà, j'avais juste sa belle image et c'est quelqu'un qui a toujours une image de quelqu'un de généreux, c'est une personne agréable à vivre, avenante, etc. Et donc quand j'arrivais en France dans des paddocks, un mécano qu'il avait eu ou un mec de l'équipe, enfin c'était toujours super agréable parce que le contact. Il y a aussi l'esprit familial. Ouais, exactement. Avec toi. Et encore une fois, j'avais pas non plus l'ambition de marcher sur les pieds de tout le monde j'arrivais, moi je voulais m'amuser et prendre de l'expérience, donc je faisais chier personne en fait. Donc finalement ça collait bien avec tout. Et est-ce que tu as un plus beau moment, un plus beau souvenir de course? Hormis, du coup, peut-être la victoire de la compétition et la première victoire, est-ce qu'il y a des moments Ouais, il y en a plusieurs, hein, évidemment. Il n'y a pas un plus marquant que d'autres. Ces débuts-là, oui, bien sûr. Et après, si je devais en découper un ou deux, je dirais la première fois que j'ai roulé en GT, c'était une Morgan Aero 8, c'était un championnat d'Europe, c'était un gros truc. Et dans cette première saison, ou peut-être la deuxième, je sais plus, mais je fais un bon résultat. Je termine 10e. Enfin, c'était vraiment bien. J'avais évidemment aucune prétention de pouvoir gagner et je savais que j'en étais pas capable et que ça n'arriverait pas. Donc c'était vraiment plutôt un bon résultat qui m'aurait marqué. Et c'était le cas à Nogaro. Je sais plus. Je crois que je me qualifie 10e et c'était vraiment super. Enfin, c'était mon meilleur résultat de la saison. D'ailleurs, j'ai jamais fait mieux, je crois. Et j'étais super contente parce que c'était un vrai step et puis un moment impactant, quoi. Ouais, souvenir d'avoir battu mon équipier et tout. Et ça, et après, je dirais en Mégane Trophy, un peu plus tard, une course sous la pluie au Mans, où toute mon expérience de l'Andros m'avait servi, puisqu'on était sous la pluie et que j'en étais en slick, et les changements de pneus sont assez longs dans ces catégories-là, parce que tu as 5 écrous et que donc c'est long.
de passer au stand. Et nous, on avait pris le pari de rester en piste. Et à un moment donné, je suis 3e de cette course. Puis après, les mecs mettent les pneus pluie, etc. Et puis, je finis par être 6e. Et donc, c'était mon meilleur résultat de la saison. Et j'étais trop contente. Enfin, voilà, c'était des petits bonheurs comme ça, tu vois, comme quoi. Pas forcément besoin de gagner. Mais moi, c'était la satisfaction d'avoir bien exécuté, en fait. Je crois que c'est beaucoup ça. Bien sûr que chacun place le curseur où il veut. Bien exécuté, ça peut être une victoire. Pour moi, dans la réalité des choses que je vivais, c'était faire un bon résultat et ne pas avoir fait d'erreur. Et donc voilà, j'ai ces petits souvenirs-là. Et puis après, ouais, peut-être plus récemment, des victoires en Andros chez Loeb Racing, où c'était des vraies victoires décrochées avec le... Bon, après, l'Andros, c'est particulier, c'est un peu type rallycross, donc il faut d'abord faire une très bonne manche qualif avant de remporter la course. Mais une fois que tu as fait la bonne manche qualif, normalement, tu as des chances de la remporter, cette course. Donc c'était ces 3 tours cumulés. Je sais pas, j'ai des souvenirs d'un truc intense avec l'équipe, avoir eu l'équipe derrière moi qui a cru en moi, enfin voilà, cette solidarité-là, cet esprit d'équipe, ça c'est des choses qui m'ont marqué. Et dans la course, est-ce qu'il y a eu un moment où le profil de la femme a posé problème, ou tu as peut-être ressenti que c'était pas encore hyper... Je vais dire oui, je peux pas dire non. Oui. Je dirais que dans les premières années, peut-être les longues premières années, tu vois, ça remonte à il y a 22 ans, mon premier trophée en rose, mais je dirais dans les faciles 10 bonnes premières années, comme je m'en foutais, en fait, j'avais vraiment ce truc-là de... Vraiment, enfin, je m'en fous que ça me fasse chier. Donc, soit je le voyais pas, et ça existait, parce que ça devait certainement exister, soit peut-être que je l'ai plus senti dans les catégories où il y avait un peu plus de compétitivité, où moi j'étais aussi plus compétitive parce que j'avais plus d'expérience, et où quand tu commences à déranger un peu, c'est quand tu commences à mieux marcher qu'un mec, quoi. Et donc je crois que peut-être que dans les années avant, je le voyais pas trop. Puis Fun Cup, c'est un esprit très cool, même si c'est compète, hein, mais je veux dire, oui, c'est fun. Et donc peut-être quand je suis arrivée, oui, peut-être en GT ou peut-être en Mégane Trophy, où je l'ai senti un peu, mais j'ai jamais eu d'hostilité incroyable, quoi. J'ai eu quelques petits événements marqués dont je me souviens, des trucs où on t'accorde pas beaucoup de crédibilité parce que t'es une gonzesse ou des... Mais je sais pas. Peut-être que c'est parce que je m'en offusquais pas trop. Et je crois d'ailleurs reconnaître qu'aujourd'hui je suis un peu plus féministe, si tant est qu'on puisse dire ça, hein. Je suis pas une combattante du féminisme non plus, mais j'ai une conscience, on va dire, peut-être aussi parce que j'ai une petite fille. Mais j'ai une conscience de la place de la femme dans le monde que j'avais pas du tout avant, et je m'en foutais royalement. J'étais élevée par un papa hyper macho, donc moi, franchement, les blagues de cul, les machins, les trucs, les allusions, enfin, je m'en fichais complètement. Et j'avais quand même du caractère, et donc je me suis jamais fait emmerder non plus, quoi. Donc j'avançais. C'est pas quelque chose à laquelle tu as été confrontée directement avec pas des du parcours pas du tout. Tant mieux. Non, mais oui, j'ai eu de la chance. Et puis, c'est important de dire qu'il y a la chance aussi que j'ai eue, bien sûr, mais il y a aussi le caractère. Et c'est important d'être suffisamment affirmé, sans être, encore une fois, le point levé, mais suffisamment affirmé pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, quoi, et poser ses limites. Et c'est peut-être le seul conseil qu'on pourrait donner aux jeunes femmes aujourd'hui pour combattre un peu ce phénomène-là qui existe encore un peu, mais qui s'est énormément atténué par rapport à mes débuts. Mais c'est savoir ce qu'on veut, c'est tout. Et après, on avance et on n'a pas besoin de taper trop du poing sur la table non plus. S'il faut le faire, on le fait. Mais je veux dire, et je pense qu'il faut aussi accepter les règles du jeu quand on rentre dans ce milieu-là, comme c'était moi à l'époque, où c'était un milieu très macho, quand même exclusivement, ou en tout cas majoritairement masculin. On accepte les règles du jeu, c'est que des mecs, ils sont d'une génération qui ont vécu ces choses-là. Moi, aujourd'hui, je critique pas comme a été mon père dans des réflexions, parfois des choses, parce que ils n'ont connu que ça et on les a pas éduqués autrement. Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'éduquer autrement, de penser autrement. Donc il faut juste accepter aussi que tout le monde n'a pas eu cette sensibilité-là, mais que on peut l'avoir encore, quoi. C'est pas foutu, quoi. Mon père n'est plus macho aujourd'hui, franchement. Non, mais donc il faut juste accepter ça, quoi. Et est-ce que à un moment donné, tu t'es peut-être rendu compte que pour des petites filles qui voulaient peut-être devenir pilotes, du coup, tu devenais un modèle ou une représentation de on me regarde peut-être avec des yeux un peu plus elle le fait, donc je peux le faire. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'est traversé l'esprit et tu as peut-être agi pour peut-être ces petites filles qui te regardent? Du temps où je pilotais, ça m'a pas traversé l'esprit parce que je voyais pas beaucoup de petites filles. Enfin, franchement, objectivement, je me souviens pas d'avoir eu dans les gens qui viennent vous demander des autographes ou des choses comme ça, particulièrement au Trophée Andros, hein, parce que dans les championnats d'Europe, j'étais inconnue au bataillon, mais en France, j'avais un peu plus de gens qui me connaissaient. Et
J'ai pas souvenir d'avoir eu des petites filles ou des jeunes filles qui sont venues. J'en ai beaucoup plus maintenant. Ouais. Depuis, pas que j'ai arrêté, puisque j'ai arrêté le Trophée Andros il y a 2 ans ou 3 ans, et donc je roulais encore un petit peu, hein, mais je dirais que c'est vraiment dans les années récentes, là où j'avais quand même mis pas mal de côté le pilotage. Donc je dirais que c'est presque plus dans mon rôle aujourd'hui de journaliste à Canal et un peu pilote du dimanche, que j'ai été amenée à croiser ce genre de jeunes femmes-là. Beaucoup plus de mails aussi de jeunes filles qui veulent faire des stages, qui veulent approcher ce milieu-là. Mais à l'époque où je roulais, franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des gens comme ça. Mais aujourd'hui, oui, j'ai conscience qu'il y a quand même beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles. J'ai beaucoup de copains parce que j'ai 45 ans, donc j'ai des copains qui ont des enfants qui sont déjà grands. Et j'ai beaucoup de copains qui me disent « Ah, ma fille, elle adore, machin, elle est fan de toi, et elle adore la F1. » Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui vachement rentrées dans la normalité du fan du sport automobile, qu'il n'y avait pas du tout il y a 20 ans. Franchement, il y en avait très, très peu. Est-ce qu'il y avait aussi pas trop de femmes journalistes et présentes? Oui, non, ouais, bah alors à l'époque, si, il y avait quand même sur TF1, il y avait Marion Grosjean qui couvrait la F1, enfin oui, je laisse à l'époque, mais qui couvrait la F1, donc mais il y en avait peu, c'est vrai, il y en avait peu. Beaucoup moins que Et puis, mais d'ailleurs, on a fait un documentaire il y a 4 ans maintenant, en 2021, qui s'appelle Une pilote. Pour Canal, qui était justement, on essayait de comprendre un petit peu la genèse de pourquoi il n'y en a pas tant que ça en sport automobile tout court et en F1. Voilà, quelle est la vraie problématique? Est-ce que c'est intrinsèque? Est-ce que physiquement, bah oui, bien sûr, on sait qu'on est moins fort, on est moins puissante. C'est normal, c'est comme ça, c'est homme-femme. Si les sports ne sont pas mixtes, c'est aussi pour ça. Mais voilà, essayer de comprendre tout ça. Et à cette époque-là, donc il y a 4 ans, quand on fait ce truc-là, Dorian, on commençait à en parler, je pense, mais peut-être pas tant que ça. Oui, je sais plus. Elle a popé il y a 2-3 ans. Oui, c'est ça, je dirais, ouais. Peut-être un peu. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a 4 ou 5 ans, c'était pas le cas. Et donc, notre femme identifiée comme sport automobile en France, c'était encore Michèle Mouton, quoi. Et donc, on va faire l'interview de Michèle Mouton et on se dit, tu te rends compte, Michèle, ça fait 40 ans et c'est encore toi à qui on peut s'identifier, quoi. Donc, oui, ça manquait et il y en a vachement plus là. Ça s'est développé beaucoup et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La FIA, notamment, a beaucoup œuvré. Hein. J'aime beaucoup Cathy Muller, je sais qu'elle a beaucoup œuvré aux côtés de la FIA pour mettre en avant, et elle le fait encore aujourd'hui d'ailleurs avec plein d'autres femmes, hein, Michèle était aussi dans cette commission féminine. Et ça a beaucoup aidé parce que ça a donné un vrai élan d'ouvrir la porte, quoi. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais c'est ouvert. Si vous voulez, vous pouvez venir, alors qu'avant, on ne savait pas trop. Et justement, là, tu as dit que tu as un peu mis de côté, tu as un petit peu entrefermé la porte du pilotage ces dernières années. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais reprendre plus prochainement? Oui. Bah, prochainement, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que j'adorais la parenthèse enchantée de l'hiver du Trophée Andros, parce qu'en fait, on terminait la F1, le week-end d'après à Abu Dhabi, on était déjà à Valto, et hop, c'était une transition parfaite, et j'avais pile ce creux de la F1 pour pouvoir piloter. Mais que là, dans la saison estivale, partir encore des week-ends avec les enfants, j'ai 2 enfants, enfin, c'est vraiment compliqué, on part déjà énormément. Et donc, je veux être là les week-ends et pas être encore sur un circuit. Peut-être quand ils seront un poil plus grands, je les emmènerai. Et donc, dans ces cas-là, je pourrais piloter et ils viendront avec moi. Aujourd'hui, ça les amuse pas, ça les intéresse pas. Et puis, ils ont autre chose à faire, ils ont leur vie d'enfant à mener. Moi, j'ai envie qu'ils aillent à des anniversaires, qu'ils aillent au trampoline park, qu'ils aillent je sais pas quoi, mais qu'ils aient leur vie d'enfant et qu'ils soient pas collés à être obligés de me suivre. Donc, je pars suffisamment souvent pour que je me sente du devoir d'accompagner mes enfants dans leur vie quotidienne quand je suis là. Donc, je ne veux pas piloter l'été. Mais quand peut-être j'aurai un peu plus de temps dans les années à venir, l'avantage du sport auto, c'est qu'on peut piloter très tard. Oui. Et j'ai encore l'envie aujourd'hui, on verra dans 4-5 ans. Mais... Et dans quelle catégorie tu te tournerais à peu près? Je pense que je ferai des courses d'endurance, genre la Fun Cup, peut-être de la Ligier, JS2R, peut-être. Des choses comme ça que j'ai déjà pilotées, que j'aime, où je connais, où c'est des circuits en France que je connais bien. Je me lancerai pas dans un championnat, ça c'est sûr. Mais en revanche, je sais pas, je pense pas que j'aurais envie de faire un truc ponctuel. J'aurais quand même bien envie de faire un championnat pour essayer de faire un résultat. Et un truc en équipe, un truc où on s'amuse, retrouver un peu ces belles années de la Fun Cup où finalement, en termes de pilotage, je crois que je me suis jamais autant amusée au volant de ces voitures-là, que ce soit sur la piste, mais aussi dans l'ambiance générale qu'il y avait. Et c'est ça que je recherche aujourd'hui aussi. Voilà. Plus de légèreté. Et alors justement, la légèreté, elle est arrivée un petit peu aussi par hasard dans le journalisme, puisqu'on est venu te chercher.
Donc c'est un peu dans ce que tu disais que tout te tombe un peu par hasard et Ouais, c'était au fil du truc, voilà, tu prends ce chemin-là ou un c'est ça. Et autre. du coup, Automoto te repère Oui. et de fil en aiguille, tu te retrouves à animer une émission. Comment ça se passe la première expérience en tant que journaliste? Est-ce que tu avais fait des études pour ou vraiment pas? En fait, ça t'est encore une fois tombé dessus. Non, j'avais fait aucune. Ben, j'ai pas fait d'études déjà, c'est simple. Hein. Voilà, j'ai eu mon bac déjà par miracle, au rattrapage. et Bac après, quoi? Il y avait L. L. Ouais, ouais, je sais pas, ça existe plus, ça, si? Non, mais moi j'ai passé un bac comme le tien. Ok, littéraire. Non, moi j'ai passé ES, mais on avait Ah, encore ES. S, Ah oui, ok, ES ok. et L. Là, Ah maintenant, oui, il y ok, avait- t'avais encore ça, toi, d'accord, oui. Oui, donc c'est pas si. Mais bon, bref, littéraire, j'ai eu 5 en philo qui étaient coef 7, donc c'était la cata. Et donc, rattrapage. Et rattrapage, encore un coup de bol de fou, je tombe sur je sais pas comment t'appelles ça, j'allais dire un instructeur, mais c'est pas le mot, un prof, Ouais. qui me fait passer l'oral de histoire géo, et je fais un hors-sujet. Ok. Non, mais donc j'avais vraiment Ouais, tout pour vraiment, il y que avait c'est rien mort, qui quoi. Là, passait, quoi. 5 en philo, coef 7 et le hors-sujet, non? Et ben, le hors-sujet, on part sur autre chose, le mec était génial, enfin, on a beaucoup, c'est vraiment, j'ai eu mon bac sur un facteur humain. L'épreuve s'est Ah ouais. passée après. Non, mais comme quoi, ça donne ça met du baume au cœur de se dire que c'est possible, quoi. C'est pas que l'examen strict. Là, c'est vraiment parce que humainement, le mec a été super, voilà, et ça a bien collé, et j'ai raconté d'autres choses. Je suis pas restée bouche fermée comme ça, mais bon, bref. Voilà, ça c'est pour dire que j'avais pas fait d'études et que donc, c'est arrivé tout à fait par hasard. Et en fait, au départ, d'ailleurs, j'ai mis très très longtemps avant de m'appeler journaliste. Parce qu'en réalité, je suis même pas vraiment encore, puisque j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Oui, au départ, je pense que j'étais plus consultante, présentatrice, et j'ai été amenée, grâce à Canal notamment, à découvrir le vrai journalisme, comprendre voilà tous les contours de ce métier-là, qui est un métier super difficile et qui se fait pas comme ça. Et voilà, et encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire je le suis, puisque bon. Concrètement, je ne suis pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup. Et donc, au début, c'était vraiment, oui, consultante, présentatrice. On me demandait de donner mon avis, en fait. C'était, pour le coup, à Automoto, c'était vraiment ça, quoi. J'étais pas du tout journaliste. Parce que tu connaissais le terrain et que tu avais... Exactement. Et surtout, je pilotais des bagnoles, en Oui. fait. Voilà, on me demandait juste de me donner mes sensations dans une voiture. Donc, c'était assez facile comme exercice. J'étais à l'aise devant une caméra. J'étais pas... Ça me m'effrayait pas, et voilà, et je savais parler de ce que je faisais, donc c'était cool. Et puis après, quand j'ai commencé à présenter V6, qui pour le coup là était un petit step au-dessus de l'essai que je faisais pour Automoto, là ça a été un exercice un peu plus difficile, pareil, que j'ai appris sur le terrain, encore une fois, grâce à une équipe hyper bienveillante. Enfin, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer aussi des gens géniaux, quoi, avec qui j'ai appris, et ça a toujours été pour moi le dénominateur commun de toutes mes phases de travail, enfin de vie professionnelle, ça a été toujours l'humain, d'avoir une équipe avec laquelle je m'entendais bien à Eurosport. J'avais aussi des super mecs autour de moi. Enfin, c'est vraiment, j'ai toujours travaillé dans un climat bienveillant. J'avais aussi envie d'apprendre, hein, donc je pense que quand on donne cette image-là, les gens ont envie de vous aider et de vous apprendre à faire votre métier et à progresser. Donc j'ai eu voilà, beaucoup de chance, mais ça a été comme ça, ouais, un peu du jour au lendemain. J'ai commencé à présenter cette émission V6 là. Et c'était génial, super petite équipe, conviviale, j'avais pas d'appréhension devant la caméra, c'était juste que c'était nouveau, et voilà, mais encore une fois, je parlais de bagnole, donc c'était facile pour moi, quoi. Et après, du coup, comme tu l'as dit, Eurosport t'appelle, et là, Eurosport, ça, c'était déjà un premier grand bain. Là, c'est énorme, du coup, c'est le direct et tout, j'étais terrorisée. Je me souviens, je prenais de l'ophytose, tu sais, les petites graines de plantes, là, pour... soi-disant ça calme, et je me souviens que je prenais ça. Mais c'était, oui, mes premières émissions en direct, et donc c'était un petit cap important. C'était en plateau ? Oui. Et alors, du coup, c'est quoi la différence entre une émission qui est peut-être enregistrée en amont et le direct en plateau ? Et après, je te poserai la question sur la grille quand on parlera de Canal. Mais du coup, quelles sont les différences que tu as peut-être pu constater et apprendre, peut-être de manière de se préparer, de se présenter ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dirais que le truc le plus facile dans l'enregistrement, c'est que si tu te gourres, tu recommences. Okay. Donc finalement, ton plateau, il est toujours nickel, peu ou prou. Même si parfois il faut faire... J'ai beaucoup travaillé aussi sur les salons auto, je faisais beaucoup de quotidiennes, et donc on enchaînait les présentations de bagnoles, etc., etc. Et quand il y a des moments où tu deviens un peu moins exigeant, parce qu'à la fin de la journée, quand tu as fait déjà 12 bagnoles, tu te dis, bon, j'ai un peu bafouillé, mais c'est pas grave, on garde. Mais bref, tu peux refaire. Et le direct, oui, c'est one shot, t'as pas d'autre choix. Mais à la fois, aujourd'hui, je préfère 1000 fois. Et d'ailleurs, les rares fois où on enregistre des plateaux, en fait,
tu vas te faire une montagne d'un truc que tu as loupé qui en direct passerait crème. Donc c'est pour ça que je préfère le direct parce que j'aime bien l'instantané, j'aime bien aussi la spontanéité, j'aime bien me gourer. Je me dis, enfin, moi ça m'arrive souvent de chercher un mot, de bafouiller, de trucs. Je me dis que c'est naturel, quoi, c'est la vraie vie. Et que je suis pas au JT de TF1, donc je peux me permettre, je trouve que ça passe et que c'est pas grave, quoi. Enfin, j'estime, j'espère que c'est pas. Non. C'est pas embêtant, mais donc c'est ça, le vrai truc, c'est ça, c'est le one shot où t'as pas le choix, donc dans le décompte, tu sais que là, t'es en direct et que tu peux pas te gourer, donc le cardio il monte un peu plus vite, un peu plus fort. Mais une fois que c'est lancé, après t'es dans ton émission, tu parles de ce que tu connais, voilà, moi le plus dur à Eurosport à mes débuts, c'était les débuts d'émission. Vraiment les intros. Et ce que tu disais au début, je sais plus si c'était en off ou si c'était là, mais en tout cas, ton intro à toi que t'aimes pas tourner moi, c'était un vrai truc aussi. Et pourtant, j'avais aucun problème devant une caméra. Mais par contre, les gens qui regardent autour et tout, ça te met la pression. Et donc, ça, je sais que ça me. Et faire tous ces salons auto, ça m'a fait un bien fou parce que j'enquillais les plateaux. On faisait, c'était 15 jours le salon de l'auto à Paris. Donc, tu faisais 15 plateaux en 2 jours quand on tournait. Et 15 plateaux x 4, puisqu'il y avait 4 plateaux par émission. Enfin bref. Et donc, tu t'enchaînes. Et ça te permet, avec les 2000 personnes qu'il y a autour, tu désacralises vachement. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, il faut que je fasse des salons pour. Oui, en fait, tout ne vient qu'avec l'expérience, quoi. Oui, ouais. Non, mais je veux dire, personne n'a réussi du premier coup, le premier jour. Hein. Donc, non, mais donc, c'est normal, quoi. Et moi, j'avais exactement ça. Et je me souviens, dans un autre registre, de la première présentation presse que je fais pour le Trophée Andros, où je roulais pour la première fois en bagnole après les Ice Girls. Présentation presse, constructeur officiel, Fiat, qui met une voiture rose, une voiture bleue. Je roulais avec une nana, avec Justine Moignet, et 2 pilotes. Et on fait la présentation officielle à Paris, sur une péniche. Et là, j'ai un trou noir de ce que j'ai pu dire pendant, 45 secondes, puisqu'on m'a on m'a posé une question. J'étais tellement stressée, et c'était ma première fois en public devant des gens. Et en fait, à force, ça s'apprend. Et c'est un truc que j'essaye d'inculquer à mes enfants, de pas avoir peur de parler en public. C'est tellement... Qu'est-ce que c'est chiant d'avoir peur. Moi, j'ai fait de la danse. C'est pas peur, mais c'est la danse et du théâtre. Et mes parents m'ont dit, fais du théâtre, ça va t'aider. J'ai toujours été l'enfant... j'étais pas du tout timide. Genre vraiment, j'étais l'enfant. C'est génial déjà. J'étais absolument pas timide et donc je voulais tout le temps être au centre de l'attention, être sur scène, à faire de la danse. Et au lycée, il y avait l'option théâtre et je l'ai prise. Et en fait, je me suis rendu compte de l'avantage que j'avais sur mes camarades. Arrivé du coup en études supérieures où t'as des présentations quasiment toutes les semaines. Ouais. Et j'étais non, c'est ok. Il y a toujours ce petit shot d'adrénaline. Oui. Okay. Que moi j'ai encore, heureusement. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point c'était bénéfique. J'ai fait le GP Explorer. Ouais. J'étais sur scène pour présenter les pilotes. Ok. Et le seul truc qui me saoule, c'est que j'ai présenté tous les pilotes la phrase de faites du bruit. Je l'ai dit 8000 fois. Et je me suis dit c'est dommage. Et je me suis dit en fait. Merci papa de m'avoir poussé à faire du théâtre. Mais c'est hyper important. Ça aurait été peut-être un peu compliqué. C'est en plus, même si c'est pas pour faire du théâtre et pas pour présenter un truc et pas pour passer à la télé, etc., tout court dans la vie, il y a rien de pire que la timidité. Enfin, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui sont timides. Je me dis mais faut pas l'être, quoi. Et donc je veux vraiment que mes enfants ne le soient pas. Et j'espère, à un moment, ils sont un peu réservés, mais j'essaye de leur apprendre ça, quoi, être à l'aise, regarder les gens dans les yeux quand tu leur parles, pas avoir peur de dire bonjour et machin. Je trouve que tu te fais du mal, quoi, quand t'es timide et quand c'est donc moi je me souviens les boules au ventre et tout, j'aimais pas ça. Hein, donc maintenant que je l'ai plus, je me dis enfin, mais ça a mis du temps. Hein. Mais ma petite sœur était une très très grande timide et elle commence un petit peu à le faire. Et par exemple, ce qu'elle a fait à Monza, de venir te voir, de te demander une photo. Avant, elle aurait été là en mode impossible, je peux pas rester derrière et regarder. Et du coup, c'est ça. Je pense qu'en grandissant, il y a des petits facteurs, des petits trucs qui se débloquent, qui sautent un petit peu. Et du coup, là, on va rentrer dans le plus gros, on va dire. En 2013, Canal+ récupère les droits de la Formule 1. Tu rentres dans l'équipe du coup en 2013. J'ai attendu. Un coup de fil et tu sais. Et du coup, comment ça se passe le système de processus de sélection? Est-ce qu'il y a des castings? Enfin, comment ça s'est passé la sélection de l'équipe? Tellement last minute que tu pouvais pas avoir de casting, je pense. Et je sais même pas si ça fonctionne comme ça. Cela dit, pour
Je crois que j'avais passé un casting pour présenter Automoto, j'avais pas été prise, mais j'avais fait un casting, tu vois. Donc oui, ça existe. Mais là, je crois que c'était tellement dans l'urgence parce que les droits sont rachetés hyper tard. Enfin, je crois que c'est le 14 février pour un Grand Prix le 15 mars, quoi. Ouais. Et enfin l'annonce officielle. Donc recruter toutes les équipes et tout, il fallait faire vite et il fallait prendre des gens qu'ils avaient déjà vus dans le paysage, je pense qu'ils connaissaient. Donc comme je savais qu'ils prenaient pas trop les gens de TF1 et qu'ils voulaient justement créer quelque chose de nouveau, moi j'étais vraiment, je me disais bon, ça pue du cul. Enfin, pardon, ça pue tout court. Pas besoin de dire du cul, je sais pas pourquoi. Franchement, ça pue, c'est explicite. Et donc je me dis bon, c'est mort. Et donc j'attendais. Et le coup de fil est enfin arrivé. J'ai le secrétariat du directeur des sports à l'époque qui m'appelle pour me prendre rendez-vous avec le directeur des sports. Et donc voilà, et là je me dis oui, je voulais tellement bosser. Déjà, je pense que je voulais presque plus bosser pour Canal que pour la F1. Ah oui? J'exagère, mais c'est parce que Canal, pour moi, j'adorais cette chaîne, quoi. Ouais, c'est le Graal, quoi. Ah ouais, mais tout. Moi, j'étais fan des nuls, fan de toutes ces émissions-là. Enfin, j'adorais toute cette ambiance-là et tout. J'avais hyper envie de bosser dans cette chaîne-là. Et bref, et évidemment que sur la F1, de toute façon, j'aurais pas pu faire autre chose, donc j'étais très contente. Et c'était formidable, mais voilà, ça s'est fait last minute, et donc tout s'est mis en place hyper vite. Et je crois même, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'on en a reparlé récemment, il me semble même que quand on arrive sur la scène, pour la présentation officielle à Canal, devant les journalistes, pour dire, bah voilà, le dispositif qui est mis en place pour l'achat, suite à l'achat des droits, je crois même que ceux qui étaient sur la scène ne savaient pas encore tout à fait qui faisait quoi. Et je sais plus, il y avait Julien que moi j'avais connu à l'équipe. Okay. Et je sais, enfin, on savait pas qui faisait quoi. C'était absurde. Bon, Jacques Villeneuve, on savait que il serait Franck, bien sûr, qui seraient les consultants, mais les rôles n'étaient pas super bien définis pour le reste. Et donc voilà. Et d'ailleurs, moi au début, j'étais consultante sur l'émission Formula One à Paris. J'avais envie d'aller sur les Grands Prix, mais je me sentais pas de faire les interviews, en fait. Je trouvais que les interviews de pilotes, c'était un métier qui est vraiment dur, et je trouve encore aujourd'hui. Laurent. Ce que fait Laurent, exactement. Et en fait, le directeur des sports à l'époque m'avait proposé de faire ça, et j'avais dit, ah non, je suis incapable de faire ça. Il y avait peut-être encore un peu de timidité, et aussi de réserve face à ces mecs-là. Je trouve que c'est toujours gênant, ces questions bateau que tu es obligé de faire le dimanche, parce que tu peux pas inventer un truc sorti du chapeau, le dimanche sur la grille. Qu'est-ce que tu veux dire? On va pas lui parler de son passe-temps favori, ou de son grand-père, ou de ce qu'il a fait le week-end dernier. Tu vas lui parler de la course, quoi. Et donc je trouvais que c'était des questions dures à trouver, à formuler, et qu'en plus tu allais déranger un peu les pilotes. Et donc j'étais pas du tout à l'aise dans ce rôle-là. Et donc au début, j'ai commencé consultante dans l'émission Formula One, et c'était bien, c'était un peu guindé pour moi, qui avait connu un truc assez décontracté à Eurosport. Là, j'étais en robe, en talons hauts et tout, super maquillée, coiffée à chaque fois. Donc j'avais l'impression d'être un tout petit peu... Il y a eu du changement, du coup. Non, bon. En fait, j'ai mis du temps. Ça, c'est aussi un conseil que je pourrais donner. Oui, à dire non. À dire, attendez, parce qu'en fait, moi, dans la vraie vie, je ne m'habille pas du tout comme ça. Est-ce que c'est possible de faire un peu moins? Mais à la fois, c'était assez agréable. La styliste était géniale, elle était tellement sympa. Elle la côtoie encore aujourd'hui, elle m'aide encore aussi. Et elle était géniale. Et moi, elle me motivait tout le temps. Elle me disait, mais t'es dingue, ça te va trop bien. Et je me disais, bon, c'est vrai qu'après tout, j'ai jamais vraiment trop fait ça, donc pourquoi pas. Et puis après, assez vite, je me suis dit, attends, je vais quand même revenir aux sources. Là où voilà. À plat. Et aussi un super bon conseil de Thomas Sénécal, qui à l'époque travaillait avec nous à la rédaction et qui est maintenant directeur des sports, mais qui m'avait dit, si t'es pas à l'aise, si tu penses à ta tenue pendant que tu fais ton plateau, en fait, c'est pas bien. Tu es perturbé. Si tu es là avec ta jupe en train de dire, je la remets parce que je suis mal à machin, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut aussi que tu sois à l'aise, ça passe pas. Et donc, grâce à ça, ce conseil super avisé, je me suis dit, ok, je me mets dans ce que je pense être bien. Je voulais être élégante, je voulais être, tu vois, bien habillée. Enfin, c'est les standards Canal aussi, donc je voulais pas faire tâche avec, j'allais pas venir en jean troué, hein, mais j'ai réussi à trouver un peu des deux, aussi à changer un peu moi qui aurais facilement mis jean basket, grâce à la styliste, à proposer d'autres choses et tout. C'était sympa, c'était aussi agréable de se faire chouchouter, de se faire bichonner et tout. Mais pareil, tu vois, le maquillage au début, on me maquillait vachement. Parce qu'en plus, comme il y a beaucoup d'hommes, les maquilleuses, souvent, elles sont contentes d'avoir des femmes. Elles se disent, je peux exprimer mon talent. Et donc, souvent, c'était très, très surmaquillé. Donc, j'avais souvent des coutumes de ma mère qui me disaient, t'es trop maquillée. Et c'est vrai que ça me dénaturait vachement, puisque dans la vie de tous les jours, je ne me maquille pas beaucoup. Donc, voilà. Et ça anticipe une question que je voulais te poser sur la fin.
à chaque fois que tu es sur les On grands a prix. vachement dérivé, hein, pardon. Non, Je mais digresse énormément parce qu'on est quand même parti j'adore. sur t'es arrivé à Canal et Non, on mais finit sur le maquillage. justement, non, mais c'est hyper important parce que à chaque fois que tu es à l'antenne, déjà, nous, on regarde les grands prix entre copains et on est tous très très fans de toi. Et à chaque fois, je dis à mon copain, putain, elle est trop bien habillée. Et il y a un ensemble orange Ah que oui. tu as porté 2 fois cette saison. Et mon copain l'a remarqué. Et genre, je lui ai dit, mais il est trop beau cet ensemble. Et il m'a dit, tu pourras lui demander où est-ce qu'elle l'a acheté. Oui, et ben je sais plus, je te dirai. Parce qu'il est vraiment incroyable. Mais alors, sache que aujourd'hui, je passe très peu par le stylisme Canal parce que moi, je suis pas beaucoup à Canal. En réalité, je suis pas salariée Canal à proprement parler, donc je suis pas tant que ça au bureau. Et c'est là-bas qu'il y a le stylisme. Et donc, j'y vais très peu. Et donc, j'ai quand même des contacts toujours avec cette première styliste dont je te parlais, qui est géniale, Géraldine Balthazar, pour ne pas la citer, et qui m'aide encore, qui a des contacts, qui me permet d'aller parfois chercher des fringues chez des marques et tout. Et donc, mais en fait, en vrai, je m'habille toute seule. Aujourd'hui, je prends que des fringues de mon placard, quoi. Et ensemble orange, je veux bien Et savoir ben voilà, où bah, ça je l'ai va. acheté, je sais plus. Alors, en plus, je suis une grande consommatrice d'Internet. J'aime pas beaucoup aller faire les courses. Donc, je suis pas une shopping girl, donc j'aime beaucoup acheter sur Internet. Et ça, celui-là, je l'ai acheté et je te dirai. Je me souviens plus du tout. Ah, Mais voilà. il est magnifique. Et le fait que mon copain ait remarqué quand tu l'as reporté, là, je crois que tu l'as porté. Je l'ai porté au Qatar l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et cette année, Tu je sais l'as- plus où. Et alors, il me semble que tu l'as fait à l'Australie. Il me semble que tu l'as porté en C'est Australie. très possible. Et tu l'as reporté là il y a pas si longtemps pendant le run européen. Et c'est mon copain qui a fait la remarque. Oh, elle a l'ensemble que t'aimes bien. Et j'étais là, oui, oui. T'as raison, je l'ai porté en début d'année. C'était pas en Australie, c'était en Arabie Saoudite. Voilà, donc Bravo. ça. C'était en début d'année, effectivement. C'était là-bas. Et c'est pour ça que ça. Bref. Je me recentre. Donc, du coup, ça fait 12 ans. Donc, vous avez fêté les 10 ans il y a 2 ans. Et l'équipe, elle a vachement grandi depuis. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment l'organisation de qui va sur les Grands Prix, qui est en plateau, qui ne participe pas à ce week-end-là, comment ça se fait? Parce que là, du coup, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu Jacques Villeneuve, puisqu'on est sur le run américain. Du coup, Romain Grosjean prend place. Demande beaucoup, ouais. Franck Montagnier aussi, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Donc, comment ça se déroule, en fait? Ben, alors, à part Julien, qui est le seul à faire les 24 Grands Prix, il y a un turnover, effectivement. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que la volonté, et ce qu'a instauré Thomas Sénécal dès les débuts, nul n'est irremplaçable. Donc, en fait, t'es pas obligé d'être tout le temps la même personne. Et ensuite, il faut aussi que physiquement, tu t'enchaînes pas tous les Grands Prix parce que c'est compliqué, etc. Donc voilà, il faut... Parce que c'est aussi... Et moi, je trouve aussi que parfois, c'est agréable. Enfin, je veux dire, peut-être que l'époque de Michel Drucker, toujours là le dimanche, machin, est absolument sans faire offense, hein, parce que je l'ai adoré, je l'ai regardé et tout ça, mais peut-être que c'est un peu révolu, ça, et moi, je sais que j'apprécie quand parfois ça change un peu, tu vois, sur les JT, dans les vacances, c'est pas les mêmes. Enfin, je trouve que c'est pas désagréable. J'aime bien aussi avoir une personne identifiée, hein, c'est important d'incarner un sport, bien sûr, mais je pense aussi qu'une équipe peut incarner un sport, et donc je crois que c'est une des volontés aussi de Canal d'avoir ça, et puis aussi parce que physiquement, dans la durée, on a des familles, enfin en l'occurrence Laurent et moi, on a des enfants, et donc c'est vrai que partir sur les 24 courses, ça fait vraiment très très pesant pour la famille. Donc il y a aussi cette volonté de tourner dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, entre Laurent et moi, en fait, c'est toujours donc soit Laurent, soit moi qui présentons la grille et qui sommes sur un Grand Prix. Parfois, on est ensemble. S'il n'est pas là, aux interviews exactement, pilotes, sur la grille. Voilà. Si je ne suis pas là, Laurent était sur la grille, et aux interviews pilotes, ce sera Manon, Pauline ou Charlotte qui tournent. C'est plus souvent Pauline, mais Pauline, elle est aussi beaucoup sur la moto. Et puis Pauline, elle présente Formula One aussi. Donc en fait, on fait un peu en fonction des calendriers de chacun. Pour ne pas, quand il y a par exemple typiquement la Vegas, Qatar, Abu Dhabi, il y a 3 Grands Prix consécutifs, donc là, personne ne fait ça. Donc moi, je fais le premier et le troisième, Laurent fait le deuxième et le troisième, et donc on tourne aussi comme ça. Et après, pour le second, ça tourne en fonction des plannings des personnes à Canal, donc Pauline, Charlotte, Manon. Là, je vais avec Manon à Las Vegas. C'était Charlotte à Bakou, je crois, ou je sais plus où. Et donc, on fait un peu en fonction pour aussi qu'il y ait un petit turnover. Et pour les consultants, c'est la même chose, dans le sens où Franck, parfois, est remplacé par
Adrien. Adrien, parfois, est remplacé. Enfin, quand je dis remplacé, ils prennent pas la place d'eux, mais je veux dire, parfois, voilà, il y a aussi Loïc, là, qui va venir au Qatar. Et c'est aussi pour, pareil, apporter un petit peu de nuance et aussi faire reposer les équipes. Ok. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y a possibilité de mettre le point en mode ah celui-là je veux vraiment le faire ou Après, en fait, au final, avec Laurent, on s'organise vraiment entre nous sur la répartition des Grands Prix, puisque c'est nous qui lidons les Grands Prix quand on y est. Donc, on se met d'accord en début d'année. On va même le faire avant, là, en fin d'année, pour pouvoir aussi anticiper un peu les billets d'avion et tout ça, parce qu'il y a une vraie logistique derrière tout ça. Donc, on se met d'accord sur, oui, si je dis n'importe quoi, même si ça ne m'arrive plus parce que j'ai plus beaucoup d'amis qui se marient. Et si j'ai un mariage d'une petite cousine ou un truc comme ça, tu vois, je peux, on anticipe, enfin voilà, il est hyper cool avec ça. Voilà, c'est de la bonne entente. Ça a l'air, et je pense que c'est un truc qui ressort le plus en fait à chaque fois qu'on parle de la Formule 1 et de l'équipe Canal, c'est vraiment la synergie et l'authenticité que vous imitez tous. Où en fait, peu importe qu'on vous rencontre ou quoi, c'est exactement les mêmes personnes qu'on voit à la télé et qu'on ressent à la télé. Ouais, donc c'est hyper agréable, même pour nous spectateurs. Et c'est pas fin, c'est une réalité quoi. Mais pour j'ai croisé Laurent, j'ai croisé Pauline, j'ai croisé Loïc Duval. Non, Franck, je ne l'ai jamais croisé. Et j'attends que ça parce que je sais que son énergie est tellement stimulante que j'ai hâte de m'asseoir 1 heure avec lui. Et juste de... Il va bouger, hein. Il n'y a pas de souci. Faut prévoir des petits... Je suis prête à ça. Et c'est vraiment, il y a tout un truc où on sent la bonne ambiance. Et je trouve que Canal le met de mieux en mieux en avant, notamment avec le petit documentaire qu'ils ont fait sur Julien Aspa. Je trouve que ça ressort encore plus et c'est hyper plaisant. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'en coulisses, il y a peut-être, on connaît tes moments un peu forts que tu as vécu face caméra, mais est-ce que tu as un moment peut-être fort hors caméra que tu as vécu durant ces 12 dernières années? Alors là, un brûle pour point, il n'y a rien qui me vient, mais il y a tellement de moments forts parce que, en fait, ce qui est génial quand tu voyages autant et que tu passes autant de temps avec ces équipes, et c'est pour ça qu'on est aussi soudés, c'est que finalement la partie immergée de l'iceberg est énorme, quoi. Les voyages, les dîners, les voitures, le covoiturage, tous ces moments en fait que tu partages, tu vois, ça crée vachement de liens. Tu passes beaucoup de moments forts, des anniversaires. Tu vois, là j'ai fêté mon anniversaire au Brésil, dans une churrasqueria. À boire des caipirinhas. Non, mais tu vois, et ça, c'est des moments. En fait, je crois que les moments, ceux que j'apprécie le plus, c'est vraiment ces moments-là d'équipe où tu oublies un peu le boulot et que tu te rends compte que humainement, tu vis aussi un truc génial et que moi, il y a vraiment, en plus, aujourd'hui, j'ai le recul, l'âge avancé, pour dire que, tu vois, pour avoir cette distance-là et me dire, putain, j'ai quand même de la chance, quoi. Travailler dans un métier que tu aimes, déjà, enfin, un milieu que tu aimes, et être avec des gens que tu apprécies, avec qui, enfin, il y a une vraie belle dynamique avec cette équipe-là, et ça, parfois, je prends un peu de distance et je me le dis, et donc je sais en profiter au moment où il faut en profiter. Donc je dirais que c'est ces moments-là, après, des moments, je me fais des conneries qu'on a fait, on a tellement de trucs à raconter, mais qu'on ne peut pas vraiment raconter non plus. Mais, vous avez déjà essayé de pranker quelqu'un en off pour que ça se passe en on? Non. Mais on a déjà pranké quelqu'un en off et qui est resté en off. Mais en faisant croire que c'était... Mais bon, on a déjà fait, oui, non, mais franchement, en plus, alors... tout le monde est quand même assez drôle, quoi. Je veux dire, non, mais c'est vrai, franchement, Julien, Laurent, Franck et les autres personnes de l'équipe qu'on voit moins, enfin qu'on voit pas d'ailleurs, il y a de l'humour, je trouve, dans cette équipe, c'est génial. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait pas vivre sans. Et donc, on se marre vachement quand même. Il y a beaucoup de trucs rigolos, des petites phases, des petits comiques de répétition, tu vois, des petits trucs que tu retrouves. On a, je sais pas, même des trucs de vocabulaire, des choses comme ça qui sont géniales, mais il y a trop de trucs pour en isoler un, quoi. Mais ouais, désolé, je sais pas trop quoi répondre à part ces trucs-là, de ces moments. Qui est le plus enclin à faire la première blague qui va lancer toute la soirée? Oh, alors, si tu pars d'une soirée, si elle est un peu arrosée, tout le monde peut allumer la dynamite. Tout le monde est en mesure de le faire. Je dirais que Laurent, c'est un peu le plus réservé sur cette partie-là. Toujours un peu. En plus, il joue un peu ce rôle-là de subir un peu les affres que Franck et moi pouvons apporter. Julien, il a la connerie en lui aussi.
Voilà, on va dire que Laurent, il essaye de toujours un peu canaliser, même si parfois on s'amuse de situations où lui lâche un peu la rampe. Mais c'est pas si souvent que ça. C'est le plus canalisé. Et je dirais que, ouais, Julien, Franck et moi, on est un peu les moins. Bah, surtout Franck, hein. Et lui, il dira pareil de moi. Mais les plus difficiles dans ces soirées-là, hein, j'entends. Hein, parce que sinon, on est très sérieux. Et dans les soirées non arrosées, Oh, bah là, on rigole, on se marre, on se raconte plein de choses, on raconte nos vies, on se partage plein de moments. Ouais, c'est chouette. Et je dis pas qu'il faut boire pour. Non, 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 surtout pas. Mais d'accord, on est sur la road safety. Oui. Ouais. Non, mais c'est juste qu'il s'avère que dans ces moments-là, parfois, on a aussi envie de se détendre et voilà. Et je me posais la question par rapport du coup à toute l'équipe, comment se passent les arrivées? Et là, je pense notamment à Naomi Schiff, qui du coup, elle switch entre plusieurs chaînes. Comment s'est passée cette arrivée-là? Parce qu'elle a aussi du coup déclenché quelque chose que tu as fait remarquer et que j'avais pas du tout remarqué. À Budapest, vous avez fait la première écurie 100% féminine. Et du coup, comment est-ce que ça a été une demande de votre part? Est-ce que ça a été de Canal+ qui s'est dit on va la faire féminine parce que c'est important aussi de montrer ça? Comment ça s'est passé? Non, je crois que Canal avait la volonté d'avoir en fait une personne qui incarnait à la fois sa facette de pilote puisqu'elle a piloté, de prisme aussi sur un autre pays parce qu'elle a beaucoup côtoyé les Anglais, elle travaille avec les Anglais, maintenant elle habite en France et tout ça, mais elle a été beaucoup en Angleterre et donc c'était aussi d'avoir un regard un peu différent. Donc je ne sais pas s'il y a une véritable volonté de féminiser, je ne pense pas que c'était le but premier, mais il s'avère que c'est le cas. Et donc non, c'était intéressant Naomi parce qu'elle avait un profil qui était différent de tous ceux qu'on avait eus finalement, parce qu'elle est consultante, donc au même titre qu'un Jacques ou un Franck ou un Adrien ou Loïc. Mais à la fois, elle a un regard qui est un peu différent. Elle n'a pas non plus piloté dans les mêmes catégories. Donc, il faut quand même qu'elle soit crédible. Et donc, en fait, oui, c'était un travail, en tout cas, de savoir comment l'employer au mieux. Parce que il faut pas peut-être, tu vois, la mettre dans un rôle comme pourrait faire, par exemple, Pauline, toute seule devant un garage, qui va dérouler un élément ou décortiquer une statistique ou un truc comme ça, parce que finalement, c'est pas vraiment son rôle à elle, et à la fois être avec nous, c'est vrai que ça fait doublon si je suis avec Franck et elle. Enfin, donc, on essaye de trouver la bonne manière de l'utiliser, et finalement, dans un week-end comme Budapest, où il y avait que elle qui était consultante, il n'y avait pas d'autres consultants ce week-end-là, enfin, à part aux commentaires, mais en tout cas en bas, ce qu'on appelle en bas, nous, sur la piste, et dans la pit lane. Et donc, c'était aussi intéressant de voir comment elle évoluait dans cette manière-là de faire. Et c'était sympa, et c'est de la fraîcheur, elle apporte des idées. C'est elle qui a eu l'idée d'aller faire le coach de Russell sur la grille et tout ça. Donc, voilà, moi j'aime bien le 109 déjà, moi je suis hyper pour ça. Je veux dire, et je suis vraiment honnête en me disant ça ne m'effraie pas, je me dis pas ouais, elle va prendre ma place. Non, c'est stimulant. Et puis c'est stimulant et surtout ça apporte un regard nouveau du 109. Et puis moi, encore une fois, en tant que téléspectatrice, quand il y a quelqu'un de nouveau, de frais, de jeune et tout, je trouve ça cool, c'est sympa. Enfin, si tant est qu'il soit compétent, et comme en l'occurrence c'est le cas, et ben, je trouve ça génial. Donc je suis toujours plutôt pour et donc voilà, moi je trouve ça super. Et j'étais en train de repenser là pendant que tu me parlais. Il y a eu, mais du coup, ce qui s'est passé à Spa avec Julien, mais il y a aussi eu l'ouverture d'Australie quand Ricardo était encore là. Et il y a la scène, c'était je crois pour les 10 ans que ça s'est fait, que c'était ça. Et que du coup, tu devais absolument avoir Daniel Ricciardo en interview. Est-ce qu'il y a il y a un sujet peut-être ou une personne où ça a été la plus compliquée à avoir par la disponibilité ou peut-être aussi par la froideur du personnage? Il y a eu un sujet qui a été hyper compliqué, peut-être que tu n'as même pas réussi à avoir? Alors, pas réussi. Oui, par exemple, Vettel sur la grille, mais parce que il est impossible à avoir. Enfin, il ne fait pas de télé, en fait. Quand on a fait la demande, on a rarement essuyé des refus parce qu'en fait tout le monde joue le jeu, quoi. Tout le monde. À chaque fois, il faut demander aux équipes pour pouvoir faire un sujet sur cette personne-là. Oui, en fait, après, si tu décides de faire un sujet sur Ferrari, tu n'es pas obligé de leur demander leur avis. Hein. Mais si tu veux faire intervenir Frédéric ou Charles ou Lewis ou machin, tu dois bien sûr demander l'autorisation puisque tu dois caler l'interview.
D'accord. Donc, tu leur dis, voilà, au cœur de notre sujet, on aimerait avoir, voilà. Donc, tu donnes ça, bien sûr, et puis parfois, tu leur exportes le sujet pour qu'ils puissent l'avoir, eux, à disposition pour le D'accord. regarder. Ils ont aussi un droit de regard sur les one-to-one, par exemple, quand tu es en interview, ils peuvent très bien dire, ah, cette phrase-là, ça va pas. Donc, il y a que Il y a la toujours jury. quelqu'un qui est présent, de toute façon, Ok. pour écouter et border. Donc, oui, d'improvisation, de ce point de vue-là, il n'y a rien. On n'a jamais été, encore une fois, confronté à des gens qui refusaient d'eux. Néanmoins, il y a des personnes qui sont un peu moins enclins à susciter un moment de télé sympa, on va dire. Et, ouais, il n'y a pas eu de moment super difficile, mais c'est sûr que je me souviens encore d'un one-to-one avec Raikkonen dans le paddock de Sochi. Pas facile à dérider, quoi. Le gars arrive avec sa casquette et ses lunettes de soleil, voilà, tu sais que c'est pas facile. Ouais. Voilà. Il y a des mecs un peu fermés, hein. Ricardo, tu sais que tu vas avoir, Oui. quoi qu'il advienne, tu vas avoir une bonne séquence. Et pour autant, ça m'était difficile de le faire parce que j'aime pas en fait aller chercher les mecs au moment où où c'est pas prévu, quoi. J'ai l'impression de les déranger. Donc c'est vraiment un truc que j'ai encore en moi. Là-dessus, je suis pas hyper opportuniste, on va dire. Et, J'aime pas ça. et du coup, comment s'organise en fait un week-end de Formule 1 pour toi? Alors, en amont, on reçoit tout un document de stats sur le Grand Prix qui va avoir lieu, Donc, à par savoir exemple, pilote là, par pilote, ok. sur le circuit, sur le DRS, sur les pneus utilisés, enfin les zones DRS, les pneus utilisés, Ok. qui a fait le meilleur temps dans le passé, voilà, et on a plein de trucs, on a un vrai document super complet de 25 pages, je crois, qu'on décortique, et qui nous sert de base finalement, enfin en tout cas moi me sert de base, j'ai un petit carnet comme toi où j'écris, voilà, Grand Prix du Brésil, tac tac tac, toutes les stats que je trouve intéressantes, toutes les infos intéressantes, évidemment lecture de la presse, Oui. être très au courant de tout ce qu'il y a, de tout ce qui se passe. Après, c'est aussi le jeudi, la journée des médias, qui te sert aussi à aller un peu plus au contact des gens. Donc, on fait de toute façon les interviews des Français, quoi qu'il arrive. Tu peux aussi écouter toutes les interviews des pilotes, Ok. puisqu'on y a accès, soit en étant au carré, au TV Pen, pour les écouter en vrai, soit en étant à la régie et là sur nos télés. Donc on peut écouter tout ça, comprendre, machin, assister à la conférence de presse aussi, qui a lieu tous les jeudis avec 6 pilotes, 3 plus 3. Comme ça, tu as tout, voilà, tu bois toutes les infos et puis après tu sors tes éléments les plus importants pour tes émissions du vendredi. Et donc en général, à la fin du jeudi soir, on fait le point avec les personnes à l'édition à Paris pour dire, ben voilà, demain, dans la première séance d'essai libre, avant ça, on aimerait bien mettre ça, qu'est-ce qui est important, l'annonce de Colapinto qui prolonge, l'annonce de ci, ça, enfin, voilà, tu organises un peu tes émissions grâce à toutes les infos que tu as ingérées. Et puis toi aussi, ça te fait un petit, parfois, même si tu n'en parles pas, tu le sais, et en fait, ça te sert, et tout ça, je trouve que tout ce que tu as amassé comme info va beaucoup servir le dimanche, essentiellement. Voilà. Donc, en fait, tu construis tes émissions chaque soir, le vendredi soir pour le samedi. Et voilà, avec les points d'or qui sont la qualif, où on se répète beaucoup, mine de rien, mais parce qu'on a aussi cette idée que parfois les gens qui regardent les essais libres le vendredi, ou plutôt ceux qui regardent les qualifs n'ont pas nécessairement été là le vendredi. Donc, il faut aussi répéter les infos. Le dimanche, c'est pareil. Peut-être que les gens arrivent que pour le Grand Prix. Donc, il faut pas avoir peur de se répéter, même si parfois on a des consultants qui nous disent on l'a déjà dit, oui, mais il faut le redire. c'est pas évident, mais voilà, donc tu construis ton week-end comme ça. Donc c'est journée du jeudi, tu passes grosso merdo ta journée entre le paddock et la régie. Vendredi, moi en général, on arrive pour les essais libres, on arrive peut-être 1 heure et demie à l'avance. À la régie, en général, j'ai soit fait mes fiches avant, soit je les finis, soit parfois je les commence. Ça m'arrive de les commencer le vendredi matin là-bas, mais bon, c'est assez rapide à rédiger, c'est 15 minutes d'émission. Une fois que tu as trié, ça fait Oui, exactement. le truc, quoi. Exactement. Et l'important, c'est d'écouter les interviews, de corriger les choses, de demander autre chose si tu préfères avoir un autre sonore du mec. Parfois, il y a des petits sous-titres à corriger. Et puis voilà, dans la construction, ça se fait à peu près comme ça chaque soir pour le lendemain. Et avec le plus gros, évidemment, le dimanche, qui est la journée la plus importante. Donc le samedi soir, pour le coup, j'aime bien autant le reste, comme tu te dis, parfois je peux écrire le vendredi soir, parfois je peux écrire le samedi matin, parfois le samedi en régie. Là, le samedi soir, là, j'aime bien avoir fait ma grille, quoi qu'il arrive. Donc je me fais une fiche avec la grille du dimanche qui part où, avec des stats sur chaque mec, des infos que je veux donner. Parce que sur la grille, en fait, tu n'as pas un conducteur à suivre. T'es en comment tu dis,
libre, enfin en freelance quoi. C'est presque de l'impro, même si tu remontes la grille. Mais donc il faut juste avoir beaucoup de trucs en tête pour pouvoir être spontané. Ok. Voilà. Et est-ce que avec le temps, il y a peut-être des départs de pilotes, donc à la retraite notamment, qui t'affectent un petit peu ou même des arrivées qui te réjouissent encore plus? Est-ce qu'il y a vraiment un lien humain qui arrive à se créer avec les pilotes, qui du coup se crée vraiment plus facilement avant? Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment une relation hyper professionnelle Ouais, je dirais que avec pas mal de pilotes, c'est hyper pro. Voilà, disons qu'ils connaissent ton visage. Oui. Après, tu vois, ils connaissent encore mieux Laurent puisque c'est lui qui est aux interviews. Mais bon, on les voit nous depuis tant d'années. Donc les nouveaux, ils sont sympas les nouveaux, je trouve. Ils sont toujours, t'as l'impression qu'ils sont genre, ils veulent comprendre un peu leur environnement, donc ils regardent tout le monde, ils disent bonjour à tout le monde et tout. C'est assez agréable. Les Berman, Ouais, tu le ça vois un cool. petit peu devenir. Oui, après, plus ça va, plus on baisse la tête et on monte jusqu'à son motorhome. Non, mais bon, avec les Français, avec Charles, évidemment que c'est. Je te dis pas qu'il y a un lien d'amitié qui se développe du tout, on passe pas nos soirées ensemble, mais il y a quand même une proximité, quoi qu'il arrive. Donc, je pense qu'ils commencent à nous connaître. Enfin, ils nous connaissent, nous, on les connaît aussi. Donc, tu vois, les petites interviews du jeudi, tu es toujours un peu plus dans un moment un peu plus décontracté. Tu peux poser là où le reste du temps, tu n'as que 2 questions autorisées. Là, le jeudi, tu peux en poser 4 ou 5 si tu veux. Et donc, ça te permet de prendre aussi un peu la température. Tu peux aussi discuter un peu en off. Enfin, moi, j'ai toujours cette culture un peu là de la réserve où j'ai toujours l'impression, c'est affreux, d'avoir l'impression d'abuser si tu restes trop longtemps avec eux et que tu leur parles trop, genre. Et donc, je suis toujours plutôt genre à les laisser tranquilles. Parfois, quand ils me font la bise, je leur dis, t'es pas obligé de me faire la bise, on s'en fout, tu me fais un check, ça va. Mais bon, c'est toujours gentil, mais donc j'ai toujours un peu ce truc-là, d'avoir la peur de déranger, en fait. Et donc, mais voilà, on les côtoie, on se connaît, on se salue, on se croise dans le paddock, on s'arrête pour se parler s'il faut. C'est pas systématique, mais donc oui, il y a une vraie relation quand même qui existe. Tandis qu'avec d'autres, non, tu vas pas t'arrêter dans le paddock pour discuter avec, j'ai aucune idée, avec Verstappen, avec Berman, avec Hülkenberg. Moi, je pensais à Lance Stroll du coup. Avec Stroll, encore moins. Voilà. Et est-ce que du coup, depuis ta carrière de journaliste, il y a peut-être un départ à la retraite où tu t'es dit, ah, là, ça va changer quelque chose. Là, il y a une page qui se tourne vraiment et on rentre dans une autre dimension. Moi, je sais que ça va me faire ça avec Hamilton quand il partira à la retraite. Ouais. Et ça m'a fait ça aussi avec Raikkonen, où je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais, c'est plus j'ai pas trop de nostalgie dans ce sens-là. Je me dis pas, ah, ça, c'est la fin d'une ère, etc. Mais bon, Vettel, quand même, j'ai trouvé que c'était quand même un cap, quoi. En vrai, ils sont encore jeunes, ces mecs-là, quoi. Ils sont tous plus jeunes que moi, ils arrêtent leur carrière et tu te dis, ah, ça fait quelque chose. Mais je dirais que je suis plus enthousiasmée ou en tout cas plus sensible à l'arrivée, comme Isaac cette année. Ça crée vraiment plein de choses en moi, quoi. Je suis trop contente, je suis excitée, j'ai envie de voir, je compatis, je veux pas qu'il rate, je veux pas qu'il, tu vois, j'ai vraiment envie que ça marche et tout. Donc il y a vraiment ce truc-là qui m'anime. Là où un départ, moi je jouais, comme je te dis, je suis pas très nostalgique. Je dis bon, c'est la suite logique. Oui, quoi, oui, en fait. clairement. Voilà, Et du coup, est-ce que, là, il y a un peu la galvanisation de l'arrivée de certains nouveaux. Est-ce que des fois, tu as laissé transparaître une émotion personnelle sur un moment professionnel? Oui, c'est sûr, oui, bien sûr. Des moments oui, de déception je sais qu'une fois, et pourtant c'était pas un Français, mais j'étais tellement déçue. Je l'aime un petit peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai Norris qui venait d'arriver et tout, et quand on est en Russie, à Sochi, là, Et en 2021, ouais. Oui, mais ça, je pense que et là, je crois pouvoir dire que j'ai eu les larmes aux yeux en lui posant la question. C'était moi qui étais au carré. Et j'avais tellement de peine pour lui. Je me disais, mais là, il va jamais dormir, ce môme. C'est impossible, il va jamais s'en remettre, c'est impossible. Et donc là, oui, mais ça m'est arrivé, mais Isaac en Australie cette année, ça me prend aux tripes, quoi. Tu vois, tu vis le truc vraiment. Mais ça me fait plus pour des jeunes, c'est vrai, que pour des mecs expérimentés qui ont vécu ça. Après, un Hamilton, aussi expérimenté soit-il, qui perd en 2021, ça me fend le cœur. Et je me dis, là, il s'en remettra jamais. Et d'ailleurs, il a eu du mal à s'en remettre. Et est-ce que du coup, pareil, par exemple, si on parle un peu vite fait de 2021, est-ce que tu arrives à avoir, du coup, je pense qu'on a tous ressenti quand même
déception profonde pour Hamilton, mais quand même la joie immense Absolument. pour Verstappen. C'était complètement, j'étais vraiment schizophrène, quoi. Verstappen méritait tellement ce titre aussi. Et puis en plus, je suis tellement fan de lui. Ah, merci. Ah non, mais c'est chouette. Je m'étais demandé si t'avais le droit de dire tes préférences et peut-être un peu même tes moins préférences. Du coup, nous, en tant que, nous, les créateurs de contenu, on a un peu plus ce libre arbitre de dire, Oui, c'est vrai. toi, je peux pas t'encadrer. Genre, vraiment, j'ai pas envie que tu sois champion cette année et en mode, oh, s'il te plaît, sois champion, mais il faut pas que l'autre le soit. Est-ce que, alors du coup, évidemment, en off, vous en parlez. Ah bah oui, en off, on a complètement une opinion. Ça, c'est sûr. Moi, c'est clair et net. Moi, je suis pour que Verstappen gagne. Et si c'est pas Verstappen, je veux que ce soit Piastri. Ah, super. Ouais. Ah, ben voilà, parfait. On est... Mais donc, oui. Mais après, non, à l'antenne, évidemment que non. Tu dois être le plus objectif possible. Et un consultant a le droit, Franck, il peut dire, vraiment affirmer son opinion. Moi, je dois être neutre. Parfois, parfois ça transpire. Parfois, bien sûr que on doit ressentir que j'ai aussi mes préférences parce que, on est humain, parce que, sportivement, on a aussi, on vibre, quoi. Je veux dire, la passion, elle inclut le fait de vivre, voilà, l'émotion et le fait de vivre ça de l'intérieur et d'avoir des avis, quoi. Mais c'est un sport passion, donc t'es obligé. Donc j'espère juste ne pas trop le montrer, mais je doute pas une seule seconde que parfois, oui, ça puisse transpirer un peu et même si c'est pas bien, c'est presque plus fort que moi, quoi. Tu vois, pour prendre un autre exemple, dans une phase plus difficile, quand Julien commente l'accident de Romain, oui. il a été absolument impeccable, mais moi, je sais pas si j'aurais pu tenir aussi bien que lui, quoi. Je trouvais. Il avait raconté, je sais plus dans quelle interview, que il y a un moment où sa voix elle a failli flancher. Oui. Et qu'il a dit j'ai dû me ressaisir tout de suite parce que sinon je devais couper. Ah ben oui. Et ça, ouais. Et je crois honnêtement que moi j'ai un complet blackout de ce qui s'est passé, ce qui s'est dit à l'antenne. Ah oui. Je ne me souviens plus de rien. Et il y a mon petit frère en plus qui regardait la télé et ma mère elle m'a dit il est mort. Ouais. Et je lui ai dit attends, on voit pas. Il fait non mais là c'est mort. Ouais. Et tu pouvais pas penser à autre chose. Hein. Ah non, et quand il sort, je me souviens, j'ai crié dans la maison, j'ai fait non, et j'ai fait un complet blackout de tout ce qui s'est passé. Et du coup, c'est pour ça que à chaque fois je me dis bien, j'aimerais retrouver, en même temps, j'ai pas du tout envie de revoir tout ça. Non, oui. Et c'est un truc où j'avais dit à Julien, j'ai pas envie de te relancer là-dessus, t'en as tellement parlé que c'est pas sûr. Moi c'est pas du bon journalisme de te reposer la question. Donc et c'est peut-être la seule fois où je me suis dit j'aimerais pas être lui. Hein. Ah non là il a été c'est très historiquement même pour vous hein. Oui, nous c'était après moi c'était en fait une fois que tu sais qu'il va bien, tu peux tout dire. Oui. Ce qui a été vachement plus dur, c'était Jules. Ça, c'était vraiment des moments. Antoine Hubert prendre l'antenne le dimanche matin à Spa. Non, mais ça me redonne des émotions immédiates, quoi. C'était très dur. C'est pour ça que moi, je suis trop. Je crois que je mets trop de cœur au truc et donc parfois je suis pas assez. Je prends pas assez de distance. Mais donc j'espère que je dis pas qui je préfère en tout cas, mais j'ai quand même mes préférés. Ok, bon, ça, c'est sûr. Mais du coup, ça rassure aussi des. Oui, c'est sûr. Le professionnel, on est humain, évidemment, mais des fois, peut-être que la déformation professionnelle fait que complètement. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu dois être un peu plus imperméable et que, effectivement, moi, je serais pas. Tu vois, j'ai jamais été fanatique, j'ai jamais eu de poster de mecs dans mes chambres, etc. Donc, je serais pas au point de pleurer si Verstappen perd ou si le truc gagne. Mais je me dirais, ok, c'est bien. De toute façon, sportivement, justement, avec le recul, voilà, j'ai quand même ça en moi qui fait que je suis pas aussi sensible que ça, mais oui, on a ces petites préférences. Et justement, est-ce que on parlait d'émotions et tout ça, moi, il y a une petite fierté que j'ai ressentie vis-à-vis de toi, c'est quand tu as commenté la F1 Academy. Ouais. Où je me suis dit... c'était dur, ça. C'est vrai ? Mais oui, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, moi, commenter. Donc, comme tout ce qui t'est arrivé dans la vie, c'est tombé comme ça. Oui, c'était cool. Oui, non, mais c'était très sympa en plus. Puis j'étais quand même avec le meilleur, quoi. Non, mais c'est-à-dire que le mec t'arrête, tu mets tes petites pantoufles, tu mets ta couverture et tu commentes avec lui, c'est génial. Donc en ça, il te rend la tâche super facile. Mais j'appréhendais un petit peu quand même parce que je voulais pas être nulle, je voulais être pertinente, c'est pas si évident, mais j'ai aimé l'exercice, puis ça reste, tu vois, c'est pas une course de F1. Hein, Comment on t'a proposé ? Mais parce que l'occasion qui fait le larron, il y avait, je sais plus, peut-être qu'il n'y avait pas de consultant à Paris ou que l'occasion, oui, je sais plus, voilà.
Je sais pas pourquoi, mais il s'avère que c'était comme ça, on m'a proposé. Au début, j'ai dit: «Oh, pas sûr». «Ah mais si, bon, OK, d'accord, j'y vais». Et tu le referais peut-être sur séance d'essai libre aux côtés de Julien ou sur un Grand Prix si par hasard il y a personne qui peut le faire? Alors si vraiment personne ne peut, j'irai si on me le demande. Je veux dire, je suis professionnelle, je m'exécute. Mais je sais pas, je me sentirais pas très à l'aise. Et s'il y avait eu un Grand Prix où tu devais le commenter avec Julien, tu choisirais lequel? Aucun. Pourvu que ça m'arrive pas. Alors bon, pour vous répondre quand même, alors attends, je vais prendre le plus court, Monza. Comme ça, au moins, je sais que ça irait vite. 1h10 d'antenne, c'est tout bon. Non, en tout cas, ce qui est sûr, je choisirai un circuit où j'ai roulé. Donc, effectivement, plutôt en Europe. Donc, soit peut-être le Red Bull Ring. Ok. Bah là, on va partir sur la dernière partie de l'interview où moi j'appelle ça virage rapide. C'est des questions vraiment Rapide. rapides, quoi. Justement, là, le Red Bull Ring, donc tu aimerais commenter. Est-ce qu'il y a un Grand Prix vraiment préféré de Margot Lafitte où elle s'est dit ah, alors lui, peu importe ce qui se passe, je l'aime, quoi. Peut-être bien le Red Bull Ring. Aussi étonnant que cela puisse paraître, parce que c'est au fin fond de l'Autriche. Mais j'y ai roulé. J'y suis attachée aussi parce qu'il y a une auberge dans laquelle mon père passait beaucoup de temps quand il allait faire ses courses, lui, là-bas. Et on a toujours le même accueil avec toujours cette même femme, Eva, qui a l'âge de mon père. Donc il y a un petit truc, oui, qui me touche plus qu'ailleurs, je crois. Donc oui, je dirais celui-là. Mais après, je pourrais aussi dire Singapour parce que la ville est géniale, parce que de nuit, tu es dans un moment un peu suspendu, tu vis hors temps puisque tu es sur l'horaire européen. Donc ouais, je dirais ces deux-là. Et est-ce que c'est compliqué à gérer le décalage horaire? Alors, moi non, mais oui, c'est compliqué pour certains. Je sais qu'il y en a qui galèrent plus que moi. Moi, j'ai toujours été assez facile là-dessus. J'ai jamais pris de mélatonine, j'ai jamais eu besoin de rien. En fait, j'essaie, tant que faire se peut, de me caler dans l'avion aller, à savoir pas dormir s'il faut pas dormir, parce que si tu arrives et que tu dois dormir et que tu as déjà dormi 5 heures dans l'avion, bah, tu dors plus. Donc voilà, j'essaie de faire ça. Il m'est arrivé même de mettre des réveils dans l'avion pour pas trop dormir, en acceptant une sieste. Donc j'essaye ça, et puis après, en fait, bah, moi je me dis, bon, je me lève le matin, il est 8h, et je me couche le soir, il est 23h. Bon, bah, je dors, quoi. Enfin, j'ai fait une journée. En fait, à partir du moment où tu fais une journée, tu as sommeil le soir. Ne pas faire de sieste dans la journée, ne pas. Voilà, juste. En fait, à un moment donné, la fatigue t'appelle, et puis voilà. Donc je gère comme ça. Ok. Évidemment, dans plein d'interviews, on sait que tu parles de ce moment avec Brad Pitt. Est-ce qu'il y a une personne, hormis peut-être lui, qui peut-être fait partie des personnes que tout le monde rêverait d'avoir, est-ce qu'il y a une personne que tu rêverais d'avoir sur la grille que tu n'as pas encore eu? En guest comme ça, Ouais, ou en guest. Tu peux faire un guest et dans le monde de la Formule 1. D'accord. Alors, comme ça, tout de suite, j'aurais tendance à dire non, parce qu'il y a vraiment, encore une fois, j'ai pas de fanatisme particulier. J'avoue que c'est vrai que je suis assez contente d'avoir fait Brad Pitt. C'est assez cool à cocher. Surtout, tu as fait l'avant-première du film. Oui. Bah, j'ai fait Brad Pitt à l'avant-première. Hein. Je l'ai pas fait sur la grille. On n'a pas eu. Il n'y a pas eu un moment où il y a eu un moment de slip où justement tu bah si, mais c'est pas en lui parlant, heureusement. Bonjour monsieur Brad Pitt. Non. Mais j'ai fait le croisement des deux séries. Non, du tout. Non, je dis Brad Pitt, effectivement. Il est là ce week-end, Brad Pitt, mais je l'ai pas interviewé à proprement parler. La seule fois où je l'ai fait, c'est à l'avant-première à New York. Oh là là, qui je sais pas, un mec improbable. Qui ça pourrait être? Un acteur, un chanteur, une rockstar, quelqu'un, je sais pas, un truc dingue, quoi, un truc improbable. Je sais pas, le mec le plus connu du monde, pour dire que j'ai fait le mec le plus connu du monde, mais... c'est un truc où genre j'ai vu ça il y a pas longtemps, où McFly et Carlito ont sorti une vidéo où justement ils se posent la question, mais qui est la personne la plus connue du monde? Et il y a un mec qui a répondu sur TikTok par rapport à une liste qui a été faite par je ne sais plus quelle instance extrêmement placée, et c'est Donald Trump, le mec la personne la plus connue du monde, ou en tout cas on sort un nom
Oui, c'est C'est que nous tout le qui- monde connaît ouais. dans tout. Hein. Donc, je suis Ouais. pas sûre que. Bon, bah, je préfère Taylor Swift alors dans ce cas. Ah, c'est ça que je pensais en plus. Parce qu'elle, elle est jamais venue. Il y avait eu des Non. grosses rumeurs parce que du coup, Travis Kelce est actionnaire chez Alpine. Ah bah alors, Elle avait même eu des rumeurs avec Alonso. oui, ça m'avait fait énormément rire. Mais alors, si un jour tu as Taylor Swift, je te demanderai de penser très très fort à moi. J'ai un tatouage d'elle Ah, c'est sur vrai. moi. Ah oui, j'ai. Non, Alors, de chanson. et c'est quoi? Vivre pour les sports de tout. Ok. Donc, si un jour, D'accord. je ferai un petit check en distance à ma Je te télé. poserai la question. Est-ce que tu vis c'est quoi pour les sports de Pour les sports de tout. Est-ce que tu vis pour les sports de tout? Et là, Alors, Taylor. ah bah oui, c'est une de mes chansons. Et tu te mettras toute la fanbase dans la poche. Ils vont se dire, ah, celle-là, on l'aime bien. J'ai quand même dit, il n'y a pas trop de Jaja à Aya Nakamura sur la grille. Je peux lui dire ça. Ah oui, Taylor. oui. Et est-ce qu'elle est impressionnante, Aya Nakamura? Elle est grande. Elle a l'air. Non, elle est impressionnante. Oui. En fait, tu sais, c'est toujours ces personnes-là qui sont difficiles. Alors déjà, on nous avait dit, nous, vous ne l'approchez pas s'il n'y a pas la personne qui vous valide le truc autour. Donc, moi, je passe, en plus, en direct, je passe vraiment du temps avant que je vois bien qu'il n'y a pas la dame qui, on m'a dit qu'il devait y avoir. Et donc, je suis là en direct, je meuble, ouais, peut-être essayer de dire un mot et machin. Et puis, en fait, la personne n'est jamais là, quoi. Et donc, au bout d'un moment, je dis, bon, bah, c'est pas grave, j'y vais. Et donc, j'y vais. Mais donc, tout est long. Et en fait, une fois que tu y es, si tu veux, la personne va te parler normalement. En fait, tu brises la glace en parlant. Oui. Mais le avant, il est effectivement assez impressionnant. Par exemple, quand Jennifer Lopez est venue, c'était où, en Arabie Saoudite, non? Quand elle est arrivée dans sa tenue rose. Oui, c'est vrai qu'elle était belle. Ah non, mais ça a été sublime. Et là, je me suis dit, elle, je veux la voir. Je ne c'était pas possible. Et malheureusement, le dimanche, elle n'était pas sur la grille. Mais ça aurait été marrant. Mais juste la voir de mes yeux vus. Mais c'est sûr qu'il y a une barrière, quoi. Ouais. C'est un peu inapprochable, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu veux. Voilà. Tu vas pas aller la prendre par l'épaule et lui faire enfin un selfie. Dans une de mes questions, je voulais absolument savoir comment tu gères du coup ce que je te demandais en tout début, le perso pro, mais du coup avec le fait d'être une maman qui part beaucoup, comment les enfants le vivent? Pas toujours bien, il faut reconnaître, mais ça a vachement évolué puisque mon fils a 10 ans maintenant. Donc, ce qui est bizarre, c'est que en fait, ils m'ont toujours connu faisant ça, ma fille et mon fils. Donc parfois je me dis bon bah tu sais que je pars, enfin t'es habitué, mais je crois que eux évoluent émotionnellement, la manière dont ils vivent la chose. D'abord, je pense qu'il y a une prise de conscience de la durée que ma fille pour l'instant n'a pas, alors que mon fils il l'a. Il comprend que tu pars 6 jours, voire plus. Il y a des grands prix où tu pars 7, parfois tu pars 5, mais on va dire une moyenne de 6 quoi en gros. Et donc on n'en est plus à dire c'est 4 dodo plus 2 plus truc et puis on s'appelle. Non, c'est vraiment une durée où il comprend le manque, quoi. Et ça, c'est assez nouveau. Et en plus, moi, je suis pas hyper fan des FaceTime. D'abord parce que petit, je voyais bien que ça les emmerdait. Et puis en plus, Ça rappelle que t'es pas là. oui, exactement. Et puis eux, ça les fait plus chier qu'autre chose. Et en plus, il faut reconnaître aussi que moi, sur place, bon, je gère tout avant. Je gère s'il faut gérer un truc d'une sortie d'école, machin truc, je suis là. Mais après, je bosse, quoi, donc je pense pas à ça toute la journée. Donc, je me dis aussi, et puis peut-être aussi que j'ai des petites réminiscences de moi, ma jeunesse, mon enfance, quand mes parents partaient, enfin surtout mon père, mais ma mère partait aussi quand même pas mal. On s'appelait pas tous les soirs pour dire ça va, t'as passé quoi à l'école aujourd'hui? Oui, c'était bien, oui. En plus, tu réponds rien, ils répondent rien les enfants. Donc, je me dis que c'est vrai que là, maintenant, comme ça se matérialise par du chagrin qu'éprouve mon fils, je me dis ok, alors comment tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux que je t'appelle plus? Est-ce que tu veux que je sois plus présente? Il a pas de téléphone, mais je veux dire, je peux t'appeler on peut se parler si tu veux, machin. Donc voilà, mais c'est un truc que je faisais pas du tout avant. Donc c'est dur parce que c'est mine de rien. Déjà, c'est pour moi, dans ma façon de faire les choses, c'est énormément d'organisation avant, parce que je veux tout anticiper, parfois sûrement un peu trop. Parce que peut-être que je laisse pas vivre quand je suis pas là, mais je veux tout border comme ça, je sais qu'ils sont dans les meilleures conditions et que voilà, j'ai pas besoin d'intervenir. Et donc ça demande du boulot en amont. Et puis après, sur le coup, moi, ça me fait de la peine quand ils ont de la peine. Enfin, je veux dire, ça m'affecte, quoi. Je me dis même si je me dis bon, c'est la vie, quoi. À un moment donné, c'est mon boulot. Je leur répète très souvent
que j'adore partir, que j'aime mon travail, que j'ai beaucoup de chance et que j'adore voyager et que c'est Ça cool. crée après des enfants hyper Et, indépendants qui vont bah oui, pouvoir aller oui. chercher ce qui les anime. Oui, exactement. Et puis, et qu'ils entendent aussi que, tu vois, je dis pas, mais je suis désolée de partir, je suis désolée, mais je reviens vite, je te promets. Non, je dis non, je pars parce que je suis contente de partir. C'est Et bien aussi parce que du coup, il y a faut aussi qu'ils l'entendent. cette cassure entre je suis votre maman, mais je suis aussi surtout une femme et une professionnelle. Oui, aussi, mais trouve ça je sais pas s'ils sont à même de le comprendre, quoi, aujourd'hui, mais ils le comprendront peut-être plus tard, quoi, a posteriori, j'espère en tout cas. Ils Mais te regardent les Non. week-ends, non? non, ça tourne à la maison, Oui. mais je pense pas enfin, ça les intéresse pas du tout déjà. Ok. Mais mon fils commence à comprendre qui fait quoi et donc va peut-être me demander qui a gagné ou des choses comme ça, mais non, ils comprennent pas trop. Mais donc c'est assez impactant malgré tout parce que t'es pas là quand même, Oui. tu vois. Mais j'ai la chance d'être là quand je suis là. Je veux dire, comme je T'es là. disais, je vais pas au bureau, donc je suis là, je vais les chercher, je les emmène à l'école, je suis très présente. Mais c'est sûr que c'est un vrai, c'est un sujet. Voilà, c'est quelque chose. Ok. J'accepte. Est-ce qu'il y a un circuit sur lequel tu rêverais de conduire, sur lequel t'as pas encore conduit? Ouais, je pense que Suzuka. Suzuka? Ouais. Et est-ce qu'il y a une voiture que tu rêverais de conduire? Non. Non, même pas une F1? Bah, j'en ai déjà conduit. Donc, disons que j'ai désacralisé ce truc-là, je fais pas la blasée. Hein. Oui. Non, mais j'ai déjà fait, rien à foutre. Non, on va donner autre chose dans l'avion. Non, mais Parce que l'arranger, il n'y a pas de souci. non, mais non, mais je suis très chiante sur les questions de est-ce que tu rêves de quelque chose parce que Bah non, mais au moins c'est pas beaucoup. Enfin, il y a plein de personnes qui j'essaie rêvent. d'être hyper réaliste. Enfin, je suis très terre à terre et donc je me dis jamais oh là, ça serait tellement bien de faire ça. Si ça, si jamais j'ai l'occasion, je trouve ça extraordinaire. Mais bon, oui, si tu me fais rouler une F1 à Suzuka, voilà, c'est un monde idéal. Et alors, bah, du coup, on va rester dans le monde idéal pour ne pas dire rêver. La personne idéale pour partager la grille qui n'est pas de l'équipe Canal. Ah, qui n'est pas de l'équipe Canal. Donc un consultant, tu veux dire? Pas forcément, une personnalité avec qui ce serait génial de partager. Daniel Ricciardo. Ok. Parce que je suis sûre qu'il est marrant, qu'il verrait tout, il connaîtrait tout, il comprendrait tout, il irait parler à tout le monde, il est formidable. Ok. Est-ce qu'il y a une question en interview que tu aimerais qu'on te pose plus souvent? Ou qu'on ne te pose pas assez? Non. Ça veut dire la même chose. Non. Il y a peut-être des questions que j'aimerais qu'on me pose moins souvent. Par exemple? Mais moins souvent. C'est vrai que quand je parle de mon enfance et tout, je me dis que je me répète beaucoup. J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup dit. Bon, je vais couper du coup toute la partie. Non, parce qu'en plus c'était intéressant parce que tu vois, il y a des choses qu'on n'aborde pas souvent qui sont. Tu sais, on critique beaucoup les fils d'eux, les filles d'eux. Enfin, moi, je sais que j'en ai pas beaucoup pâti, mais quand même, je sais que ça a été des choses qui ont été dites, etc. Et je me dis toujours, mais oui, c'est vrai que moi, j'ai vachement bénéficié de l'aura de mon père, etc. Il faut pas s'en cacher. Mais oui, non, mais moi, j'en ai toujours profité et j'ai toujours assumé que ça m'a bien sûr que ça m'a beaucoup aidé. Mais il faut aussi reconnaître dans tout ça, et c'est pour ça que la philosophie de vie est importante et que ça, on n'en parle pas si souvent que ça, parce que en fait, c'est aussi la capacité de nous de comprendre aussi vachement mieux, d'appréhender vachement mieux ce milieu, et donc peut-être que la légitimité ne vient pas que de là, mais elle aide parce que voilà, on a plus les tenants et les aboutissants. Et donc, il faut aussi se dire qu'on se sert de ça et que c'est pas vain, quoi. Et que c'est pas juste, on n'est pas en train de profiter d'un statut. Et donc, parler de la philosophie, je trouve que ça apporte quelque chose de différent sur mon enfance et la compréhension de ce que je suis devenue grâce à ça aussi. Voilà. Plus que de raconter, effectivement, factuellement, mon père nous emmenait pas sur les Grands Prix et machin. Mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas abordé souvent. Et sinon, non, je dirais, non, dans l'aspect du métier, ces aspects humains-là, moi j'aime bien les aborder parce que je trouve que c'est hyper important et c'est aussi ça que on a envie de transmettre parce que c'est ça le vrai retour d'expérience où il y a un retour professionnel. C'est bien de faire comme si, c'est bien de pas être habillé en jupe trop courte si machin t'es mal à l'aise, c'est bien. Mais il y a aussi humainement l'approche et ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'aborde pas si souvent que ça, alors que c'est si important, quoi. Je pense qu'aujourd'hui on finit notre 13e année, notre 13e saison ensemble à Canal. Je pense que s'il n'y avait pas un facteur humain, les choses peuvent exploser, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental de savoir travailler en équipe, voilà. Et toutes ces choses-là, on les aborde pas si souvent que ça, donc c'est toujours intéressant. Ok,
Donc, Canal m'ait fait une petite interview avec toute l'équipe Canal pour pouvoir aborder un peu ces moments off qu'on adore voir. Oui, en plus, c'est ouais, ça qu'on est friand. Et Canal fait un super travail, je trouve, de se digitaliser et de rentrer un peu dans le monde des créateurs de contenu, notamment en faisant appel à Hydro et à Lucas, ce que vous avez fait, c'était génial. Très sympa. Et je trouve vraiment sympa de voir les coulisses. Hein, ouais. Oui, bien sûr, trop on est tous friands de ça. C'est ça le truc intéressant. Bon, du coup, dans la question qui suivait, c'était la référence de l'ensemble Orange. Ouais. Bon, ça, du coup, c'est fait. C'est fait. Ton film préféré? Oh, alors, j'en ai 2. Tout de suite qui me viennent, c'est La Cité de la Peur. Ok. Et L'Aventure, c'est l'aventure, mais que tu dois pas connaître. Mais voilà, 2 films formidables, drôles. C'est que des films drôles. J'adore les films drôles. Est-ce que tu as un pilote actuel préféré? Du coup, est-ce que Verstappen est le préféré, comme tu as dit? Actuel, oui. Actuel. Et ancien? Tom Christensen. Ok. On a le droit de dire hors F1 ou pas? Oui. Mais j'ai toujours admiré ce mec. Je ne connais pas cette personne-là. Mais... Et voilà. Ok. Est-ce que j'ai le droit de te demander le prono de ton championnat 2025 ou pas? Oui. Norris, Piastri et Verstappen, je pense. Ah, non, mais c'est pas celui que je souhaite, mais... Est-ce que tu as le droit de dire celui que tu souhaites? Ah oui, bien sûr. Moi, j'aimerais que ce soit Verstappen ou Piastri. Ok. Et Norris. Tu penses que ça peut être faisable? Non. Pas Piastri. Piastri, c'est encore jouable. Verstappen, c'est compliqué quand même, là, parce que la phase ascendante de Norris, là, elle est... Mais... De toute façon, on a beaucoup trop appris que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, cette phrase si bateau, mais qui est vraie. J'avais une question, parce que du coup, je viens d'y penser. Il y a des statistiques qui sont sorties comme quoi Piastri peut gagner toutes les courses et Norris passer deuxième à toutes les courses. Norris gagnerait quand même le championnat de 2 points. Si le switch à Monza n'avait pas été fait, Piastri serait champion avec 4 points. Ouais. Et est-ce que... J'étais à Monza, en plus. J'étais folle de rage. J'étais folle de rage. Est-ce que ça, c'est des choses où... Comment je peux l'articuler? Où tu te dis, pas cool, quoi. Oui, mais l'histoire a montré qu'il y a tellement de trucs qui peuvent impacter un championnat. Enfin, donc là, oui, c'est sûr que si ça se joue à ça, bien sûr qu'il y aura ça en écho. Mais cela dit, même si cette façon de faire de McLaren a été hyper critiquée, moi, je me dis que si on regarde un peu plus loin le truc, il y a quand même cette vraie volonté de les laisser 50-50. De se battre et de... Bon, même si là, en l'occurrence, ils n'ont pas laissé le truc se faire naturellement. Mais je critique pas, je fais pas que critiquer leur philosophie, enfin leur manière de faire, pardon. Je trouve que c'est pas si... Il y a un petit peu. Et il y a un autre truc qui est hyper important que j'ai entendu l'autre jour de Andrea Stella, qui est toujours super intéressant à écouter. Et il mentionnait l'aspect... l'ambiance, en gros, je vais faire court, l'ambiance dans l'équipe à l'avenir, elle peut aussi passer par ce qui va se passer cette année. Et donc, si tu gardes tes 2 pilotes et que tu veux ne pas créer de la guerre et être obligé de te séparer des 2 pilotes pour ensuite en faire venir un autre, il faut aussi créer ça. Et donc, je trouve que ça donne une petite résonance à tout ce qu'ils font. C'est aussi peut-être, mais je sais pas, après c'est peut-être une connerie en F1. Peut-être qu'en F1, on s'en branle, c'est l'année qui compte qui marche, sur laquelle il faut travailler et pas le reste, pas l'hypothétique suite. C'est aussi une réalité. Mais je ne trouvais pas ça idiot dans la philosophie de dire, après tout, attention, ménageons bien nos pilotes pour qu'à l'avenir, ils puissent continuer à vivre ensemble et nous apporter d'autres championnats et d'autres trucs. Après, Piastri a donné une interview sur Beyond the Grid et il a dit que l'entente était franchement bonne entre les deux et que ce qui se passait en piste était en piste. Après, est-ce qu'il est très bien entraîné par les médias? Oui, et puis il aurait tort de dire autre chose pour le moment. C'est vraiment pas le moment d'animer. Et ma dernière question, quel est ton artiste ou ta musique préférée? Ça, c'est dur. J'écoute tellement de choses, j'adore tellement chanter, j'adore la musique. Non, c'est vrai, j'écoute de tout, des trucs anciens, des trucs nouveaux. Là, comme ça, en ce moment, j'ai beaucoup écouté du Ben Mazué, qui est formidable. J'adore Ben Mazué. Il est formidable, c'est un petit peu le Max Verstappen de la chanson. J'adore Ben Mazué. On l'adore. Mais je ne renie jamais mes Jean-Jacques Goldman, des choses comme ça, pour rester français. Et après, j'ai trop de trucs que j'adore. Je peux pas te dire, ma playlist, elle est très éclectique.
Ouais, moi, je garderai Ben Mazué, Voilà, ça ouais. me va très, très bien. Honnêtement, je pense que j'aurais pu rester parler 3 heures. J'ai adoré ce moment. Merci pour tout Bah, ce que merci à toi. merci pour Écoute, tout ce que tu as bravo donné d'avoir s'est organisé et sur d'avoir, ce bel endroit, ce bel écrin. en tout cas, merci beaucoup et du coup, je ferai ma conclusion chez moi. Très bien, tiens, Sans stress. merci. Bah, merci à toi. Avec plaisir. L'interview est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, comme je disais au tout début, moi j'ai adoré la faire. Ça a été un moment de partage que j'ai tellement aimé. Donc j'espère que vous l'avez aimé vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire vivre vos virages. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire rendez-vous mardi prochain pour le nouvel épisode de podcast qui sera le débrief du Grand Prix de Las Vegas. Et voilà, il nous reste 3 Grands Prix à débriefer. Et il y aura normalement une dernière interview qui sortira mi-décembre pour clôturer la saison. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. Bye les copains!